On est parti. Ok, donc aujourd'hui on se voit donc du coup pour les API de manière plus générale, alors pas que REST, hein, c'est pas que REST de ce côté-là. Donc avant qu'on commence, est-ce qu'il y en a qui savent déjà ce qu'est une API? Je note bien. Oui. Mhm. Je peux y aller? Ouais, Je me lance. Application Programming Interface. ouais. Et en fait, concrètement, ce que c'est, enfin moi, ce que je connais de ce que j'ai utilisé une fois, c'était un grand fichier, un grand tableau. En fait, ça s'appelait une application, mais en vérité, enfin, c'était une interface. En fait, c'était un grand fichier qui contenait un grand tableau JSON. Mhm. En fait, c'était ça, c'était un fichier .json qu'on téléchargeait et c'était comme une grande base de données géante en fait. Et ça Ouais. s'appelait une API. Voilà. Alors, Par ça- exemple, qui se mettait à jour automatiquement régulièrement et hmm. on est en fait le truc, l'idée c'était d'aller le chercher régulièrement en fait. C'était ça. Ouais. Donc ça c'est une sortie JSON, donc là c'est sur du REST potentiellement. Tu as récupéré ça. C'est tout, ouais, voilà. Donc l'idée c'est qu'est-ce qu'une API de manière plus générale. Alors, Donc moi, c'est une application programming interface, mais de manière plus générale. alors, sans avoir du tout regardé à droite à gauche, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt un service externe, non, auquel on fait appel. Non. Alors, sans le savoir, Justement, vous utilisez une API tous les jours. ouais, j'ai vu qu'on utilisait des API sans vraiment s'en rendre compte et pour moi, c'est vraiment abstrait, quoi. Les autres, il y a pas d'idée? C'est une façon d'accéder à des ressources. En partie. Sans savoir, vraiment sans le savoir, vous utilisez une API, et je dis bien une API, pas une API REST, tous les jours. Le DOM pour ceux qui font JavaScript. Pas Non? que. Ouais. Alors, c'est pas Composer. Qu'est-ce que vous utilisez tous les jours qui vous permet d'accéder à votre application? Le serveur? Non, Un navigateur internet. non. Mais vraiment, vous utilisez tous les jours. Non. Qu'est-ce qui interagit avec la base de données? Apache? Non. SQL? Merde! Non. C'est pas l'ORM et c'est pas Doctrine non plus. Un ordinateur, bordel! Non. Mais en fait, vous ouvrez PHP Storm, c'est la première chose sur laquelle vous tombez. La console! Non plus. Le prix. Non. C'est pas le coup de PHP Storm. Ah, le truc avec la licence Non plus. que. En plus, vous en utilisez, mais tout le temps. Quand vous créez du code, vous l'utilisez tout le temps. PHP. Non, pas directement. On parle bien d'une interface pour accéder à votre application. Qu'est-ce qui accède à votre application pour vous? Comme a été dit, le navigateur. Non. C'est un langage serveur, donc il y a un serveur, donc il y a. Qu'est-ce qui manque? Vous en créez tous les jours? Des requêtes. Non. HTML? Des classes. Ah, des classes. Romain a la bonne réponse. Donc vous avez des classes et les interfaces. C'est votre API. La première API que vous utilisez dans votre code, ce sont vos classes. Ce sont des interfaces pour accéder à votre application. Ça peut sembler bête, hein. Mais Application Programming Interface, ça veut simplement dire j'ai quelque chose qui me permet d'accéder à mon application. Qu'est-ce qui vous permet d'accéder à votre application quand vous l'utilisez? Vos classes, tout simplement. Donc vos classes, vos interfaces, ce sont des API. C'est votre API pour interagir avec votre application. Vous avez des classes PHP qui sont l'API de PHP, vous avez celles de Symfony qui sont l'API de Symfony, et vous avez vos propres classes et interfaces qui sont votre propre API. C'est ça la première définition d'une API. Alors, il y avait des bonnes réponses dans ce que vous avez donné, mais ce n'était pas la première définition. Vous créez des API tous les jours.
quand vous accédez à votre application, tous les jours, vous créez des classes et des interfaces. Donc ça permet de construire votre API pour interagir avec votre application. Donc il n'y a pas que ce type d'API, mais la première définition, c'est celle-là. Est-ce qu'il y en a déjà là-dessus qui ne comprennent pas? Non? C'est tout bon? Bon. Ensuite, vous avez des API liées aux ressources. Donc, est-ce qu'il y en a qui peuvent me les citer comme ça, de tête? Certaines API liées aux ressources. Et il y en a déjà qui me les ont citées. Les API restent. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Doctrine? Non. Liées aux accès ressources. Donc, on a REST, mais il y a deux autres principaux. ORM? Non. Tu ne fais pas une API ORM. L'ORM, c'est ce qui interagit avec ta base de données. Du moins avec la partie objet de ton code. Donc il y a REST qui permet de faire tout ce qui est JSON, XML, ainsi de suite. Et il y a deux autres formats. Même si un n'est pas vraiment un format. Non. Alors il y a Swap, effectivement, Michael a la bonne réponse. Donc on en a deux. Et il en manque une. Alors qui n'est pas tout à fait une API, c'est pas tout à fait une manière d'accéder aux ressources. C'est assez récent. Et on en a parlé il y a 2-3 sessions. C'est une question d'Hugo. Il n'y a pas de cours sur le troisième format. Mais il y a des cours sur les API REST, effectivement. Vous l'avez tous lu, de toute façon, le cours sur API REST, normalement. Donc vous avez REST, SWAP, et le dernier, il est assez récent. Graph? Ouais, GraphQL, c'est ça. Donc REST, il vous permet d'accéder à tout ce qui est JSON, XML, ainsi de suite. SWAP, c'était l'ancien modèle, on va dire, d'accès aux ressources qui était typé full XML. Et maintenant, on a GraphQL, qui sont des accès un petit peu plus typés logique métier. C'est-à-dire vous demandez quelque chose de manière très précise et il vous le renvoie automatiquement. Ok, donc ça, ce sont les trois formats principaux pour accéder à des ressources. Et vous créez des API tous les jours. Donc nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur REST et sur Graph, potentiellement peut-être un petit peu avec API Platform. Et on va voir du coup un petit peu API Platform pour le mettre en place. Ok? Donc, dans un premier temps, on va voir les parties API REST. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me lister les grandes règles de REST? Non, pour ceux qui les ont vus. Il y a l'utilisation, une adresse va vers une ressource. Enfin, Mhm. déjà, on gère des ressources. Il y a une question avec l'adresse, l'utilisation des verbes HTTP. Mhm. Et il y en a deux autres. Il y a le fait que ça soit cacheable, mise en cache. Alors, ça, c'est HTTP. Ce n'est pas nécessairement les API. Ça en fait partie. Et il y en a deux sur les verbes HTTP. Bah, l'utilisation des verbes HTTP et un verbe HTTP, une action. Un truc comme ça. Alors, tu as les verbes HTTP, tu as le fait qu'ils soient safe, et tu en as un dernier. Le fameux qu'on n'arrive jamais à mettre en place correctement. Ah bah c'est pour ça. Pour ceux qui auraient lu les RFC, non? Alors, il y en a certains qui sont en train de chercher directement sur Google en disant j'ouvre la RFC pour voir si j'ai pas la réponse. C'est pas en lien avec les URI, avoir l'URI la plus directe possible? Non, c'est pas celui-là. Un verbe HTTP, il peut être safe et quelque chose. Il y en a qui n'ont pas assez lu la RFC. Alors, Aurélien, il a en partie la bonne réponse, bon, avec une orthographe dégueulasse, mais c'est en partie ça. Alors, c'est idempotent. DEM, potent. Donc, l'idée, c'est que vous avez, pour REST, il faut déjà que vous traitiez des ressources. C'est la première chose importante. Il faut que vous ayez des URL dédiés pour vos ressources. Il faut que vous utilisiez des verbes HTTP.
Ça, c'est important. Et pour les verbes HTTP, vous avez plusieurs types. Vous avez les verbes safe, donc qui sont uniquement en lecture, et vous avez les verbes idempotents, qui sont des verbes qui font qui potentiellement font toujours la même action sur votre serveur. Donc typiquement, tous les verbes en lecture, plus put et delete, si je ne dis pas de bêtises. Alors, verbe HTTP, je t'explique. Tu as un petit truc magique qui s'appelle la RFC 7231, qui est obsolète la 2616. Alors, les RFC, c'est le B à bas. C'est-à-dire c'est ce qui structure ce que vous faites tous les jours avec HTTP, avec le cache, avec la communication sur le web, ainsi de suite, ainsi de suite. Le verbe HTTP, c'est une façon de communiquer, on va dire, une manière de demander quelque chose sur un serveur. Donc pour ça, tu en as plusieurs. Tu as get qui permet d'accéder à une ressource. Tu as head qui va renvoyer tout ce qui va être lié au header, ainsi de suite. Tu vas avoir post qui permet de créer une ressource. Donc ça, typiquement, tu l'utilises tous les jours quand tu soumets un formulaire. Hein. Post, c'est ce qui est utilisé. Put qui permet de mettre à jour potentiellement une ressource ou de la créer si elle n'existe pas. Tu as ensuite delete qui permet de supprimer une ressource. Connect qui permet de renvoyer tout ce qui est connexion. Options qui est plus lié cette manière-là, pardon, aux options de communication sur ton verbe. Trace, qui est peu utilisée celle-là, très peu utilisée, mais elle te permet de suivre en fait grosso modo une requête, ainsi de suite. Donc ensuite, tu as patch, qui n'est pas nécessairement beaucoup utilisée, mais elle existe. Donc les verbes HTTP, c'est sur la RFC, directement. Donc tu as get, head, post, put, delete, connect, option, trace. Et ensuite, tu as les status codes. Est-ce qu'il y en a qui savent déjà ce que c'est un status code? Par exemple, code 200, code 300, 400, enfin, ça correspond à une réaction justement du. Enfin, code 200, c'est quand ta requête a bien fonctionné. Code 300, juste. Exactement. Code 400, c'est une erreur client quand il n'a pas trouvé la. Ouais, Et code 500, c'est une erreur serveur. c'est ça. Les status codes, en fait, ils vous permettent de comprendre potentiellement ce qui se passe entre votre requête et votre réponse. Donc l'idée, c'est de dire si ça s'est bien passé, 200. Si vous avez créé une ressource, 201, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a autant de status code qu'il y a besoin. Donc la session dans le protocole HTTP, je pense qu'il va falloir la faire de toute façon. Mais l'idée, c'est que de toute façon, vous lirez tous et toutes les RFC un jour ou l'autre. Autant que vous preniez l'habitude directement. Donc pour les status codes, c'est listé ici, directement, de 6.2 à 6.6. Donc il y en a un paquet. Hein. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas listés, notamment la 401, qui n'est pas listée ici. Mais l'idée, c'est que vos status codes, en fait, ils vous permettent juste de dire, OK, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, j'ai un souci, va voir ailleurs, le serveur ne gère pas bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout simplement. Donc ça, c'est une structure pour tout ce qui est communication avec vos API. Donc quand vous faites du HTTP tous les jours, votre téléphone qui se connecte à Internet et qui va chercher, je ne sais pas, vos mails, il utilise le status code HTTP. OK? Sans le savoir, vous l'utilisez tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on le voit. OK? Est-ce qu'il y a déjà des questions là-dessus? Non? Sûr? Aucune question? OK. Donc, nous, on va voir directement donc, les API REST. Dans un premier temps, on va en mettre une en place sans API Platform, et ensuite, on verra avec API Platform directement. OK? Est-ce qu'il y en a qui connaissent d'autres systèmes pour créer des API REST? Répète la question, s'il te plaît. Oui. On va voir la mise en place d'une API REST sans et avec API Platform. Mais est-ce qu'il y en a qui connaissent d'autres moyens de mettre en place une API REST? FOSS-REST. Oui, en effet. C'est pas une bonne pratique, mais c'est qui? Alors, FOSS-REST, c'est un bundle qui est fait par les Friends of Symfony, qui fait notamment tout ce qui est REST, cache. Il y avait le FOSS-User notamment. Mais l'idée, c'est que FOSS-REST, en fait, qui vous permet de créer une API, mais en étant un petit peu plus lourd et un petit peu moins propre que d'autres bundles. C'est pour ça que certains n'en parlent pas avec plaisir. Voilà. Alors, il n'y a pas fausse bonne réponse. C'est l'idée, vous avez plusieurs bundles. Vous les avez notamment sur GitHub. Si on va sur GitHub et vous cherchez FOSS, normalement, il va ressortir Friends of Symfony. Friends of Symfony. Voilà. Directement, et là, il y a plusieurs bundles. Donc, vous avez le CK Editor qui a été basculé récemment, le HTTP Cache, FOSS-User hein, qui est connu, voilà. FOSS-REST, FOSS-HTTP Cache, OAuth, JS, Elastica, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Des bundles FOSS, il y en a un paquet.
OK? Donc, nous, on va avoir une mise en place d'API classique sur REST, donc juste avec un point d'entrée et un résultat en JSON, en priorité, pour que vous compreniez déjà comment ça se met en place. OK? Donc, là, j'ai un petit projet rapide, alors que je dois pouvoir normalement lancer à part. Hein, Skeleton, si je prends le PHP, non, on va prendre le Nginx, il est là. 80-85. Alors, normalement, il doit fonctionner sans problème. 80-85. Donc, ça, c'est le même projet que la semaine dernière, ça n'a pas changé. Voilà. Donc là, on a une application classique, il n'y a pas de point d'API, on avait juste un formulaire pour soumettre des données, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, nous, on va voir la mise en place de l'API directement. Donc, si PHP Storm veut bien, merci, trop sympa. Donc, je vais juste clôturer celui-là, ça me permet de suivre les logs en même temps. Donc, on avait vu les tests, on avait vu les fixtures, donc qui n'ont pas changé, il n'y a aucun souci là-dessus. On va juste les charger du coup pour qu'elles y soient. Donc, docker exec. Comme ça, je vais me connecter au container, ce sera plus simple. sh et /bin/console. Doctrine fixture load-n-11 dev. Donc, normalement, il doit charger les fixtures sans problème. S'il a bien envie. Je vois juste du coup s'il ne pète pas des erreurs sur la connexion. Non, ça devrait être bon. Alors, tic. Normalement, je n'ai pas encore changé l'environnement, mais normalement, il devrait être bon. Le temps qu'il se code. Ah bah oui, mais parce que je ne suis pas sur le bon, c'est pour ça. C'est pas celui-là, c'est exit, c'est le skeleton. Ah! Skeleton, voilà. Donc là, je devrais avoir accès du coup sur les fixtures. Je fais en environnement de dev, donc pour les avoir en local directement, voilà. Et donc là, sur mon projet, logiquement, donc c'est pas celui-là, c'était article, je crois. Normalement, on a, voilà. Donc l'article qu'on avait créé dans les fixtures, ça n'a pas changé, c'est resté le même. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un point d'entrée pour accéder à cette ressource, créer une ressource et la supprimer dans un premier temps, puisque c'est ce que vous ferez sur les API REST. C'est-à-dire que vous avez plusieurs manières. Vous accédez à une ressource, vous la créez, vous la mettez à jour ou vous la supprimez. Système CRUD classique. Sauf que là, vous n'avez pas de formulaire. C'est la petite nuance. Là, vous faites tout en JSON, directement. JSON, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va voir directement. Donc dans un premier temps, on va créer un point d'entrée. Donc, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire ce qu'est un point d'entrée, tout simplement, sur une application? Une URL. Ouais. Et comment on lit en LIE, un point d'entrée avec notre application? Là, c'est juste architecture Symfony classique. Bah, via une route ou des notations. Une route avec un contrôleur, tout simplement, ou une action. Donc, nous, c'est ce qu'on va mettre en place directement. Donc, on va créer une nouvelle action, donc avec un nouveau dossier, on va l'appeler, je sais pas, API par exemple. On va créer directement une classe. Donc, nous, on veut accéder à getArticle avec un S, action directement. On va l'appeler getArticle action. Et donc là, on a un premier point d'entrée sur notre API. Donc là, je n'ai pas encore défini la route, hein, bien entendu. Si je fais tac tac, at route, donc c'est annotation. On va lui donner un name, donc API /article/get, par exemple, donc pour dire qu'on accède à une ressource. J'enlève un truc et on va faire /API/article directement. Donc là, j'ai un premier point d'entrée sur mon API. Si je regarde mes routes, donc bin/console debug R, donc pour débugger mon routeur, je devrais avoir un point d'entrée assez classique une fois qu'il est rechargé. Voilà. Donc là, j'ai bien mon point d'entrée, normalement, qui doit ressortir. Il est où? Il ne me l'a pas chargé. Donc, il n'a pas dû me charger le dossier. Hop, directement. Donc, la config, normalement, je dois être bon dans les annotations. UI action. Ouais, donc il est bon. Les routes. Et si je le recharge, est-ce qu'il me le prend cette fois-ci? Non. Pourquoi il ne me le prend pas? Alors, c'est pas grave, je vais le charger directement comme ça. 1, 3, 4. Ressources. Donc, tac, tac, tac. src /UI /action /API /. On va le typer en type annotation directement, comme ça. Et là, normalement,
ça devrait me le charger. Pas du tout. Annotation, donc il est bon, il est dans le dossier UI, pourtant il est chargé au bon endroit. J'ai la route, alors c'est peut-être pas la bonne, mais normalement si. Annotation, non, il était bon. Alors, je vais vider le cache, et normalement... Pourquoi il ne me le charge pas? Alors, si je ferme celui-là. API, alors peut-être si je le déplace directement, mais ça sera pareil. Article get. Donc là, c'est parce que j'ai l'erreur du coup, app action. Hop, je recharge la route. Et j'ai toujours pas ma route. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, est-ce que c'est parce que j'ai le cache, le Docker? Non, ça vient pas de là. Route, normalement je l'ai, ça pose pas de souci, donc passe. Alors, si je tombe juste ça. Il ne charge pas ma route. Si je le remets là. Alors pourquoi il ne me charge pas ma route? Alors peut-être je vais faire un make. Non. Composer-dump autoload, savoir s'il me charge la route, tout simplement. Alors normalement ça doit me le charger, je vois pas pourquoi il ne veut pas. Il a décidé que c'était pas ma journée. Et il veut toujours pas. Alors là, j'ai bien le app UI action on page. Add article. Non, c'est pas celui-là. Pourquoi il veut pas? J'ai la notation et si je définis la route, c'est pareil, ça posera rien. Get article action, donc il est bon. Home action, pourquoi il me le prend pas? Appui action. Pourtant, j'ai pas le cache, ça ne devrait pas poser problème. Et c'est pas les annotations puisque je suis dans UI action. Classe, bah pourtant il est bon. Donc si je fais route, celui-là peut-être, hop là, non, c'est pas ça. Hop. On va voir avec celui-là, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. Et register. Non, il ne veut pas. Alors, peut-être l'environnement. Non, je suis en dev, donc ça ne va pas poser de souci. Alors, je vais peut-être essayer de la déclarer. API use, non, c'est article. 1, 2, alors, 1, 2, 3, 4, passe. Donc, on serait 1, 3, 4, slash API, slash article. On va dire contrôleur, donc il serait lui dans app anti-slash action, non, UI, pardon, anti-slash action, anti-slash API. Tac, donc je tombe celui-là du coup, et là normalement, API article, ça, bah, normalement ça doit me charger. Pas du tout. C'est pratique. Il a décidé que c'était pas aujourd'hui que ça va fonctionner. C'est pratique ça, tiens. Qu'est-ce qu'il fait, Symfony? J'ai la route, j'ai les annotations slash UI. Alors, bon, on va faire plus simple. De toute façon, il a décidé que c'était pas ma journée. Tirer build. De toute façon, il va me lancer en détaché. Donc, il devrait. Non, c'est celui que j'ai essayé. Celui avec les annotations. Non, celui avec les annotations, il passe pas. Il devrait passer. Je vais essayer de reconstruire le container, voir s'il m'a pris le fichier, parce que comme il n'était pas en détaché, autant comme j'ai stoppé le container, ça devrait pas fonctionner. Et les annotations, de toute façon, ça passe avec l'autre. Donc je vais le remettre avec l'autre, mais je n'avais pas lancé en détaché, donc c'est peut-être pour ça que ça ne passait pas. Alors sur vos projets locaux, ça doit marcher sans problème, hein, bien entendu, mais il fallait que ça me fasse suer aujourd'hui.
Bien entendu, hein. Voilà. Donc API/article, le temps que ça restart tout ça, et donc c'est /API, et on a dit /article. Directement. Donc on va mettre en place l'action directement. Donc est-ce qu'il y en a qui savent comment est-ce qu'on peut renvoyer des ressources qui sont stockées en BDD en JSON directement, le temps que ça me reconstruise le container? Donc, je répète ma question. Admettons que j'aille chercher des ressources qui sont en BDD, donc par doctrine. Est-ce qu'il y en a qui savent comment est-ce que je peux les transformer et les renvoyer en JSON? Avec une réponse. Oui, mais pas que. Alors, ta JSON response, elle va juste renvoyer les bons headers avec le bon content type. Comment tu transformes ta BDD en JSON? Alors, Carole, tu as peut-être la réponse, j'ai pas bien entendu. Sérialisant. Ouais. Et pour ça, on utilise Le JMS sérialisé. pas du tout. Tu en avais directement dans Symfony. Donc, ça, on utilise. Alors, effectivement, pour ceux qui ont regardé sur le cours, vous avez le JMS Serializer qui est montré et qui est expliqué comme étant une bonne pratique. Il faut savoir que le Serializer, par défaut de Symfony, fait le même process. Vous pouvez sérialiser des données et les renvoyer en JSON, en XML, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a différents formats qui sont disponibles. Donc, pour ça, comme le dit très justement Xavier, il y a une classe qui le fait dans Symfony. Donc, le temps qu'il me relance mon container, si vous allez sur symfony.com, vous allez dans Serializer, donc ça c'est dans le Components, non, dans les guides ça y est aussi. Donc il vous faut faire un composer require du Serializer, donc là je ne vais pas pouvoir le faire, non, si. Docker PS, donc là je devrais y avoir accès. Donc si je fais ici, donc on va demander le Serializer dans un premier temps, pour pouvoir charger le service directement. Et une fois que vous avez accès au service du Serializer, donc je grossis un petit peu pour ceux avec qui ça serait flou, vous avez accès à différents formats pour pouvoir le renvoyer, donc notamment tout ce qui est JSON et XML. Donc l'avantage qu'il va y avoir ici, c'est que vous allez pouvoir récupérer des objets en BDD, par doctrine, et les renvoyer sérialisés, donc transformés en JSON automatiquement, ou en XML, en fonction de ce dont vous avez besoin. Si vous êtes notamment sur des API bancaires, ça sera du XML. OK. Donc pour ça, on va faire du coup un composer rec du serializer directement. Donc comme ça, il va nous installer le serializer. Et cette fois-ci, on va prier pour que ça fonctionne sur la route. Donc la route, normalement, a le bon accès. Là, ici, je vais remettre celui-là. Et donc celui-là, je vais juste commenter. Donc ici, ça devrait le charger correctement. Donc là, il va nous installer du coup le serializer, donc qui est un composant de Symfony directement. Hein. Si vous allez sur, c'est pas cette fenêtre-là que je voulais. Si vous allez dans Components, vous avez Serializer directement. Donc là, vous avez le composant Serializer qui est expliqué directement. Donc on prend un objet en entrée, on le sérialise dans le format dans lequel on souhaite l'obtenir, et en le désérialisant, on va décoder les entrées qui sont en JSON ou en XML, transformer en tableau et dénormaliser en objet, tout simplement. Donc quand on sérialise, on normalise en tableau et on encode dans le bon format. Dans l'autre sens, c'est schéma inverse. Parce que déjà, là-dessus, il y en a qui ne comprennent pas le process. Je demande. Ça, c'est important. Si vous allez tous faire sur vos projets. Donc, je remonte le format pour ceux. Oui, redis un coup, s'il te plaît. Merci. Oui. Donc, en entrée, tu vas demander un objet. Donc, toi, tu récupères un objet, que ce soit ta base de données, un DTO. Alors, on ne devrait pas sérialiser un DTO, mais peu importe. Tu prends un objet, tu vas demander au serializer, sérialise-moi cet objet. Donc, lui, il va normaliser l'objet, il va le transformer en tableau dans un premier temps, et ensuite, il va encoder ce tableau dans un format bien précis, donc JSON ou XML, en fonction de ce que tu as choisi. Dans l'autre sens, quand tu vas récupérer quelque chose, une réponse ou une requête dans un format particulier, par exemple JSON ou XML, tu vas demander au serializer, transforme-moi les données en tableau, puis dans l'objet dont j'ai besoin. Donc l'idée, c'est je pars de mon objet, je le transforme en JSON, et dans l'autre sens, c'est je prends JSON et je transforme en objet. Ah, tu vois, enfin, tu vas dire, c'est une question de débutant évidemment, mais je pensais que les API, ça marchait que dans un sens. C'est bête, hein, mais bon. Les API, c'est dans les deux sens. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est une très bonne question, tu fais bien de le remonter, quand vous renvoyez des données, vous les sérialisez. Mais dans l'autre sens, quand vous avez quelqu'un qui va venir sur votre API et qui veut accéder ou créer une ressource sur votre API, il faut faire le schéma inverse. Parce que vous ne stockez pas du JSON en BDD, vous stockez des objets. Enfin, avec Doctrine, vous stockez des objets.
Donc, dans l'autre sens, il faut récupérer le JSON et désérialiser en objet directement. L'API, c'est dans les deux sens. Mais moi, enfin, la seule fois où je t'avais raconté que je l'avais utilisé une fois, nous, on avait vraiment téléchargé le fichier de JSON. Oui, tu avais récupéré la sortie de l'API directement. Oui. C'est-à-dire que tu étais allé sur un point d'entrée API, tu récupérais le fichier. Alors, c'est souvent ce qui est disponible sur certains sites, c'est-à-dire que vous avez un côté API et un côté où vous pouvez récupérer le fichier directement qui contient toutes les données de l'API et tu jouais avec le fichier. Après, on avait fait une boucle pour lire dans le fichier. En fait. Ouais, ce qui est souvent utilisé, c'est-à-dire que tu transformes le tableau JSON en tableau classique et tu parcours le tableau. Ça, c'est si tu as un fichier en local. Mais si tu es sur une application mobile, tu ne peux pas stocker du fichier en local. Tu es obligé de faire des appels constants sur l'API. D'accord. Si vous avez tous un smartphone, je suppose. Normalement, tout ça. Non. Non, t'en as pas? Bon, tant pis. Bon, vous avez des téléphones sur lesquels vous accédez à Internet, des fois sur certaines applications, notamment Facebook, Twitter, vous avez des applications où vous avez des données qui sont affichées. Ce n'est pas stocké en local sur votre téléphone. Il faut faire des appels sur une API directement, qui, elle, va renvoyer du JSON ou du XML, et vous le renvoyez directement. OK? Donc, à chaque fois, vous avez un appel HTTP qui est effectué. OK? Alors, la différence avec JSON Encode, c'est strictement la même chose qui est effectuée derrière, c'est-à-dire qu'en code, tu transformes en JSON et décode, tu transformes le JSON en quelque chose. L'avantage du serializer, c'est qu'il a plein de petits points qui sont faits en plus derrière, donc notamment tout ce qui est vérification des objets. Il va normaliser dans un format bien particulier, là on va le voir directement, il va transformer l'objet, il va mettre à jour les attributs, te permettre de rajouter des attributs si tu as besoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Le gros avantage, c'est que le serializer de Symfony, il a des fonctionnalités en plus de JSON en code, tout simplement. Et à la base, c'est le même principe. Directement. Donc normalement, voilà, j'ai mon package qui s'est installé. Donc je vais quand même regarder cette histoire de route, voir s'il me le charge bien, cette fois-ci. Donc là, toujours pas, il n'a pas envie. On pourrait le faire sur le point d'entrée classique, hein, du coup. Type annotation, donc là j'étais dans le bon dossier, c'est pas grave. Je vois que les autres n'avaient pas été chargés non plus. Donc on pourrait aller sur celui-là, on pourrait prendre celui-là directement. Je ne vois pas pourquoi il n'est pas chargé, celui-là. Get article action, et pourtant j'ai le bon qui est renvoyé. Alors c'est peut-être parce que... Non, pas du tout, ça ne devrait pas poser problème. Public function invoke. Ça ne devrait pas changer grand-chose, normalement. Quand tu veux. Ah, je l'ai là. Nickel. Bon, c'est invoke du coup qui pose le problème. Donc, j'ai mon point d'entrée API. Donc, la première chose qu'il faut qu'on aille faire, c'est déjà aller récupérer les données. Donc, pour les récupérer, déjà, vous avez normalement des repositories. Je crois qu'on avait créé notamment user repository. Donc là, on le chopait par le loader. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste utiliser le repository. Donc, user repository directement. Donc, je ne me souviens pas qu'on ait fait une interface. Non, on n'avait pas d'interface directement. Donc, on va créer le constructeur. Donc, comme ça, on a accès au repository. Et ici, je vais le faire de manière vraiment dégueulasse, mais bon, au moins vous aurez l'idée. On va pouvoir faire return new JSON response, d'accord? Donc, on va renvoyer une réponse JSON, et on pourrait faire quelque chose comme ça. Find all, notamment quelque chose comme ça. Donc, si... Excuse-moi une seconde. La classe user repository a fait quoi? User repository, c'est celle qu'on avait créée normalement en session sécurité, si j'ai une bonne mémoire, qui renvoie en fait les utilisateurs. C'est la classe qui interagit avec Doctrine et qui va te renvoyer les objets utilisateurs. Ok, merci. Qui correspondent aux data que tu as en base de données. Tout simplement. Donc là, j'utilise la méthode findAll qui est déjà dans le repository, mais le mieux, c'est que vous créiez votre propre méthode directement. Donc, on va aller sur localhost /85/API/article. Alors, c'était pas... Ouais, non, je me suis trompé, c'était pas user repository, c'était article repository, et on l'a pas créé. Alors, je sais même pas si on l'a mappé en plus. Non, même pas en plus. Bravo. Bravo. Donc, on va créer article repository directement. Ici, on va faire, hop, ça c'était bon. Donc en fait, c'était juste la méthode invoke qui posait problème. Donc service entity repository. Donc ça, c'est celui que vous utilisez classiquement. Alors, c'est pas nécessairement une très bonne pratique, mais
Au moins, vous l'avez. Et donc, entity class, donc c'est article class, et ça, on n'en a pas besoin directement. Donc, comme on a l'article repository ici, on va faire repository class article repository directement. Donc, comme ça, il va nous charger le repository. Et ici, on va pouvoir charger article repo directement. Donc, article repository directement. Article repository. Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout tomber et on reconstruit le constructeur article repository. Donc, article repository directement. Donc, comme ça, on aura accès au point d'entrée sur les articles. Oups là, je vais arrêter de zoomer. Donc, normalement, article repository, on devrait pouvoir accéder aux valeurs. Je vais juste vérifier normalement que ça fonctionne. Donc, slash API article. On fait la requête dessus. Et donc là, on récupère une réponse en JSON. Si je vais dans l'inspecteur, normalement dans Network, je dois y avoir accès. Donc là, j'ai le point d'entrée slash API et je dois avoir un onglet quelque part qui me permet de jouer avec. C'est pas celui-là. Ah, il est où celui-là? Où est-ce qu'ils l'ont mis encore? Enfin, normalement, j'ai le point d'entrée. Ah, ben attendez, on va faire plus simple. J'ai un Insomnia. Alors, normalement, vous avez. Comment ça s'appelle? Postman sur vos machines pour accéder à des points d'entrée API. Ici, je vais utiliser juste Insomnia, qui est une nouvelle, qui est un nouvel outil pour accéder à vos API. Donc, slash API article, je vais aller sur slash HTTP. Localhost, donc on avait dit sur 8085 slash API slash article. Je fais la requête en get, et voilà. Donc là, je récupère bien une réponse en JSON. On voit bien le content type qui est en JSON. J'ai bien bon, mon PHP qui est exposé, normalement je ne devrais pas, mais l'idée c'est que je suis bien sur mon point d'entrée, JSON, directement. Donc normalement je n'ai pas de cookies, et on voit bien que je fais une requête en get sur le point d'entrée slash API slash article, et mon serveur répond bien, OK, je te renvoie du JSON directement. Et j'ai bien le token pour accéder à la ressource s'il y a besoin. Donc là, j'ai du JSON. Là, il n'y a pas de valeur à l'intérieur, mais j'ai du JSON directement. OK, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris ce que je viens de faire? Déjà. Disons que enfin, moi j'ai vu de loin, mais ça va. Quoi. En gros, Je réexplique. Ça va vite. Je réexplique. C'est bon. Non, mais on prend le temps, il n'y a aucun souci là-dessus, Xavier. Il n'y a aucun souci. Donc, on crée une action classique. Ça, vous savez faire, vous utilisez tous normalement cette approche-là. Vous créez une route, donc vous l'appelez comme vous voulez, j'aurais pu mettre slash API slash Toto. L'idée, c'est quand même de respecter une certaine nomenclature quand vous créez vos routes, d'avoir une structure assez propre. J'appelle mon repository article, donc pour dire, OK, je vais aller chercher tous mes articles en base de données. Tout simplement. Je n'ai pas besoin de faire plus. Je pourrais renvoyer quelque chose comme ça. Si je renvoyais Toto, OK, je vous montre rapidement. Si je renvoie Toto, normalement, sur Insomnia, je dois récupérer ici ma réponse en JSON Toto. Voilà. Donc là, bon, elle est toute moche, mais au moins, j'ai une réponse en JSON. Donc, l'idée ici, c'est que vous allez récupérer les données dont vous avez besoin en base de données et vous renvoyer une JSON response. Donc ça, normalement, vous le faites dans un respondeur. Si on veut le faire proprement, vous créez un dossier API, vous créez une classe, donc c'est get article respondeur, tout court. Oui, alors t'es bien gentil, t'arrêtes de faire des sauts à la ligne parce que ça commence à me gonfler cette histoire. Public function invoke directement. Vous faites un return new JSON. Alors ça va être tout petit, donc je vais monter un petit peu. Et vous dites je renvoie data. Donc invoke, ça vous avez l'habitude. Je renvoie data comme ça. Et dans mon action, donc ici je demanderai get article respondeur. Alors c'est pas propre d'injecter dans le invoke, mais l'idée c'est de le faire quelque chose comme ça. Return respondeur de this article. S'il te plaît. Ah non. Ah non, mais c'est pas possible. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est normalement la structure que vous avez. Une action, un respondeur. Donc là, le respondeur, lui, il va renvoyer le JSON. Et l'action, elle se contente d'aller chercher les données. Donc normalement, si je refais la même requête sur Insomnia, je dois récupérer mon tableau JSON vide. Voilà. Donc, je récupère toujours mon JSON, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, cette fois-ci, mon contenu, il est vide comme tout à l'heure. Il n'y a aucun souci là-dessus. OK? Donc, votre action, vous récupérez des données en base de données, comme si vous étiez sur une application web, sauf qu'au lieu de renvoyer une vue Twig, vous renvoyez du JSON, tout simplement. OK? L'idée ici, c'est que
vous n'avez plus à traiter une interface utilisateur. C'est plus vous qui êtes en charge. Vous renvoyez des données et quelqu'un va venir chercher des données sur votre API, tout simplement. L'idée, elle est là. Quand vous allez, je ne sais pas, notamment, c'est sur ceux qui sont sur chef de projet. Normalement, je ne sais pas si l'API est disponible, mais vous récupérez un fichier .csv pour afficher toutes les observations. Ben, potentiellement, alors, il faudrait qu'il y ait une API de ce côté-là, mais vous pourriez aller chercher des API directement avec PHP, chercher des données avec PHP. Alors, ton répondeur, tu ne l'appelles pas dans l'invoke de l'action, ce n'est pas propre. Alors, pour le répondeur, je vais revenir dessus. L'idée de l'API, c'est ça, c'est vous mettez à disposition des données et quelqu'un va venir les chercher, tout simplement, pour les afficher, pour les traiter, pour faire ce que vous voulez dessus, tout simplement. Ça, là-dessus, il n'y a pas de différence. Le tout, c'est que les appels sur vos API, vous pouvez le faire soit en JavaScript, soit en PHP, soit en Go, soit en Java, peu importe. L'API que vous avez, vous, c'est juste du HTTP. Donc, on se contrefiche que ce soit du PHP ou quoi que ce soit. Vous affichez juste des données, tout simplement. OK? Est-ce que Xavier, ça répond à ta question? Ouais. Oui, c'est mieux, merci. Ouais. C'est pas dur. Alors, pour le respondeur dans la méthode invoke, je vous ai montré le fait qu'on pouvait injecter le respondeur dans la méthode invoke. Si vous suivez certaines bonnes pratiques, c'est pas une bonne approche de l'injecter dans l'invoke, puisque c'est ce que certains appellent de l'injection dans les actions. Je m'explique. Votre classe, elle doit faire de la composition. C'est-à-dire que vous devez dépendre de quelque chose et injecter des classes à l'intérieur pour effectuer une action. Oui, et dans le cours, tu avais dit qu'il fallait injecter uniquement dans le constructeur. C'est ça. C'est pour ça. Dans l'invoke, on injectait juste les requests. La request. Normalement, alors la request, on peut même la récupérer dans le constructeur. Je m'explique. Dans Symfony, vous avez la classe request, donc qui est celle qui est enclenchée automatiquement par l'index.php, et vous avez request stack, qui vous permet de récupérer la requête en cours et la sous-requête si vous en avez une. Donc, si vous avez besoin de récupérer la request par le constructeur, vous injectez request stack et vous récupérez la request, tout simplement. Ça fonctionne aussi. Pour le respondeur, si on disait je veux l'injecter dans mon constructeur, donc déjà, il faudrait créer un attribut, private responder, quelque chose comme ça. Donc, on serait sur get article responder, on met à jour le constructeur, tac, quelque chose comme ça. Et ensuite, alors, il faudrait faire quelque chose comme ça. Responder est égal à 10 responder, tout court, donc on enlèverait ici. Et normalement, ça devrait fonctionner de la même manière, si je ne dis pas de bêtises. On va vite le savoir sur Insomnia. Voilà. Si vous voulez l'injecter par le constructeur, il faudrait fonctionner comme ça. Vous injectez le responder dans le constructeur, vous créez un attribut directement, et il vous faut faire ça pour pouvoir récupérer votre responder. Puisqu'une fois qu'il est instancié, il vous faut l'appeler. Vous ne pouvez pas normalement faire quelque chose comme ça. Return this responder, normalement, il devrait vous envoyer voir ailleurs si vous y êtes. Voilà. Là, il vous le dit. Voilà. La méthode responder n'existe pas dans le getArticle. Donc, si vous voulez l'injecter dans le constructeur, c'est comme ça, directement. Vous l'appelez ici. Alors, il n'y a pas d'impact sur les performances. Au moins, ce n'est pas palpable. Vous voyez, là, ça va encore plus vite. Donc, normalement, voilà. Soit vous l'injectez dans l'invoke, ça fonctionne. Ce n'est pas nécessairement hyper propre en fonction des standards sur lesquels vous posez. Ça peut fonctionner. Soit vous l'injectez dans le constructeur, et dans ce cas-là, il vous faut faire cette ligne-là, ici, pour pouvoir le renvoyer. OK? Ça répond à ta question, Maxime? OK. Alors, tu as besoin d'un respondeur pour préparer ta réponse. Un respondeur, c'est je prépare la réponse, c'est pas je prépare la vue. Tu n'as pas toujours une vue à afficher. Si tu as une redirection, tu n'as pas de vue qui s'affiche. Le respondeur, c'est pour toutes les réponses que tu t'en sers. Donc, tu as besoin pour toute action, en fait, à son respondeur, directement. Donc, nous, ici, donc on va le conserver comme ça, au moins ce sera fait. On a toujours donc notre respondeur, ça ne change pas, on renvoie des données, il n'y a aucun souci là-dessus. Lui, il mettra les headers automatiquement, ça on l'avait vu dans la session sur HTTP Foundation, hein, il vous met des bons headers, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc nous maintenant, c'est qu'il faut qu'on transforme les articles en tableau JSON. Donc pour ça, on va utiliser le serializer de Symfony. Donc on va utiliser serializer directement. Normalement, on doit avoir serializer interface directement. Donc celui-là, il est bien conçu puisqu'on a l'interface directement pour l'appeler. Ici, donc on a notre constructeur, on fait un sur la ligne, et ici PSR2, donc sur la ligne s'il y a plus d'un attribut sur la même ligne. OK.
comme ça. Donc là, on va pouvoir sérialiser les données et directement les renvoyer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est être $data est égal à 10 article repository find all directement. Et on pourrait faire, alors c'est pas hyper propre, mais au moins ça fonctionnera. Serialize, donc ça c'est la méthode serialize, donc c'est l'équivalent de la méthode JSON encode. Si on regarde serialize, dans le serializer interface, serialize, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va vérifier si le contexte est supporté, c'est-à-dire si ça supporte XML ou JSON. Elle demande une normalisation et elle encode le format directement. Donc ça, après, vous pouvez regarder l'API, parce que c'est une API avec laquelle on communique directement. Donc là, nous, on va lui passer data, puisque dans un premier temps, il attend les données, et ensuite, le format, tout simplement. Donc si vous regardez, vous pouvez aussi lui passer un contexte, mais par défaut, c'est un tableau vide, donc il n'y a aucune différence là-dessus. Je regarde si on a des données. Donc, normalement, on a des données totaux, ici. Et donc, normalement, on devrait récupérer en sortie des données JSON. Voilà. Donc ici, on a notre article qui a été serialisé. Donc là, il est que sur contenu, parce que par défaut, dans article, si je prends, non, c'est pas file name, c'est article. Article, voilà, on n'avait pas de getter sur l'identifiant. Donc ce qu'on pourrait faire, public, donc getter, ID et auteur. Non, l'auteur, on s'en fiche, parce que ça va créer une référence circulaire. Donc là, on pourrait faire ID to string directement. Comme ça, on récupère la sortie. String, voilà. Et donc là, si je refais un insomnia, normalement, on devrait récupérer les deux. Voilà. Donc normalement, je dois avoir... Il n'y a pas la mise en page tout propre. Non, on n'est pas sur Postman, donc il ne va pas nous renvoyer correctement. Mais là, j'ai une sortie en JSON, directement. OK? Donc, pour ça, j'ai utilisé le serializer qui m'a renvoyé, du moins qui a récupéré les articles en base de données, directement, donc par le repository, et j'ai serialisé les données en JSON. Si je les avais mis en XML, par défaut, si je change le format, j'ai une sortie en XML. Aucun souci là-dessus. Ça ne changera rien. Le serializer, lui, il renvoie. Alors là, il renverra avec les headers JSON, puisqu'on a renvoyé une réponse en JSON, mais dans l'idée, j'ai bien mon résultat en XML. Il n'y a aucune différence là-dessus. Donc là, je vais le remettre en JSON. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce qu'on vient de faire là? Juste là, sur le renvoi des données. Il y en a qui ne disent plus rien, qui ont perdu toute couleur. Non? C'est tout bon? Alors, est-ce que tu peux les envoyer en poste? Tout à fait. Tu peux tout à fait envoyer des données en poste. Admettons que en poste, sur ton API, tu fasses quelque chose comme ça. Donc, je reprends Insomnia, je vais refaire, je vais la faire en poste, tiens. Donc, en poste, il va lui falloir un body, donc je le veux en JSON. Donc, par défaut, je vais créer une réponse JSON. Donc, admettons que je lui dise, je veux un content, donc qui serait par exemple Hello World, directement, OK. Et je n'ai pas besoin d'autre chose, parce que là, j'ai que l'ID, mais l'ID, il est créé automatiquement par l'article, et le contenu, il est créé automatiquement en fonction du résultat. Donc là, je vais envoyer une requête en post, puisque je veux créer un contenu directement. Donc pour ça, il va falloir que j'ai une action qui va traiter cette partie-là, tout simplement. OK? Donc c'est ce qu'on va regarder du coup directement. Donc pour ça, vous recréez une route. Donc ça serait post, article, action, directement. Donc là, je ne vais peut-être pas créer le répondeur directement parce que je ne veux pas le faire directement là-dessus. Donc là, je vais faire hop, @route. Donc c'est pas celui-là que je voulais charger, ce sont les annotations. Voilà, celui-là. Donc moi, je veux un nom qui serait API/article/post. Je veux un pass qui serait /API/article, tout court. Et là, je veux une méthode qui serait en post, tout simplement, directement. Ça ne change pas là-dessus. Je crée ma méthode public function invoke. Et ici, si je fais return new JSON response, hello from post. Donc ici, j'ai deux fois la même route, mais qui n'a pas le même nom. Donc ce qui va se passer, c'est que Symfony, lui, en premier lieu, il va checker il va checker d'abord le pass, le nom. Je n'ai pas la même route, donc ici, ça serait underscore get. Il va checker ensuite le pass. Est-ce que ça correspond? Oui, non. Et ici, je vais pouvoir définir la méthode, donc get. Si je regarde mes routes, normalement, je dois avoir mes deux routes qui remontent de manière différente.
Ça là-dessus, ça ne devrait pas normalement poser problème. Donc là, j'ai bien une route en get, donc qui renvoie que du get. Voilà. La ressource par défaut, c'est pour accéder en get. Et pour créer quelque chose, je vais pouvoir envoyer en post. Donc normalement, si je vais sur Insomnia et que j'envoie ma requête en post, je devrais voir ma réponse. Voilà, hello from post. Donc là, j'ai bien ma requête en post qui m'est renvoyée. Donc typiquement, j'ai bien 2 points d'entrée sur le même pass. Donc c'est-à-dire, je veux et accéder à quelque chose et ajouter quelque chose, mais avec 2 méthodes différentes. Donc Symfony, lui, il va dire, OK, est-ce que le nom correspond? Non. Est-ce que le pass correspond? Oui. OK. Est-ce que j'ai une différence sur les méthodes? Oui, non. En fonction de la méthode sur laquelle je veux accéder à ma route, il récupère la bonne route. Parce que là-dessus, j'ai perdu personne. Normalement, le traitement des routes, ça ne devrait pas vous surprendre. Si vous avez déjà créé des routes dans Symfony, dites-le si ce n'est pas clair. Donc ici, j'ai bien mon résultat en post. Donc pour récupérer des données en post, j'ai déjà besoin du serializer, puisqu'il faut que je puisse normaliser des données qui m'ont été renvoyées. Donc le serializer interface, et je vais avoir besoin en plus de mon private article repository. Donc article repository, directement, je crée mon constructeur. Ça ne change pas. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire content est égal à 10. Alors, on va prendre déjà la requête. Comme ça, vous pourrez regarder ce qui est renvoyé. $request get content. OK. Donc, normalement, get content. Voilà, get content, directement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un dump du contenu et on fait un die directement derrière parce qu'on veut voir du coup ce qui nous renvoie. Donc, on récupère et normalement le contenu. Donc, le contenu qu'on envoie en post, c'est bien celui que récupère Symfony. Ça, là-dessus, il n'y a pas de surprise. Ça ne devrait pas vous surprendre là-dessus. Vous envoyez du contenu, vous le récupérez, il n'y a aucune différence là-dessus. OK? Là, l'idée, c'est juste de dire, OK, voilà, j'envoie une requête, maintenant, tu récupères. Donc, si on regarde la timeline, on voit bien que j'envoie une requête en post. Par défaut, j'ai bien un content type en JSON, j'envoie ce contenu-là, et si je regarde le contenu, je récupère bien ce que j'ai envoyé directement. Donc, nous, ici, l'idée, c'est qu'on va peut-être pouvoir faire un appel au serializer. Si PHP Storm il arrête de figer à chaque fois, ça serait super. Merci, trop aimable. Donc je vais faire 10 serializer, deserialize, donc puisque c'est envoyé directement, je vais envoyer content, et je vais leur envoyer type, donc ça sera string, donc c'est pas ça. Je peux peut-être le créer avec article, classe, et je renvoie en JSON directement. Donc on va voir du coup ce qui nous renvoie ici. Donc ici, je m'explique, avant que tout le monde vienne me dire mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est magique. Je m'explique. Ici, vous envoyez du contenu en JSON, d'accord? Donc, qui n'a jamais fait de JSON? Vraiment, qui n'en a jamais fait? Normalement, tout le monde. Dites-le, je ne vous en voudrais pas. Donc, Romain n'en a pas encore fait. Normalement, c'est à peu près normal, puisque tu n'as pas encore fait P7. Qui n'en a pas fait, vraiment? Que je perde personne dans ce que je vais expliquer. Tout le monde? Okay. JSON en soi, c'est juste un format d'écriture comme XML. Comme... C'est ça, c'est pour ça que je demande, pour que ce soit clair, avant que je passe dessus. Ce qui s'est passé ici, si vous regardez mon contenu, j'envoie content hello world, tout simplement. Donc je dis, OK, je veux t'envoyer ce contenu-là en JSON. Donc en JSON, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, je récupère le contenu de ma requête. Donc request get content, on a vu que ça renvoyait en JSON. Si je fais ici, content, tac, voilà. Au moins, vous aurez les deux en même temps. J'envoie la réponse. Donc, dans un premier temps, je récupère bien mon contenu JSON. Ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a les mises à jour, il y a les sauts de la ligne, les retours chariots, ainsi de suite. Ça ne pose pas de problème. Aucun souci là-dessus. Je récupère bien mon contenu. Maintenant, je vais pouvoir dire à mon serializer, je veux que tu transformes le contenu qui m'a été envoyé en article. Attention. Ce que vous faites là, c'est juste, potentiellement, on va dire du JSON des codes, et vous transformez dans un format particulier. Ce qui se passe en fond, c'est que Symfony, il va récupérer, si on regarde la méthode deserialize, il vérifie d'abord le contexte et le format, c'est-à-dire est-ce que vous avez bien JSON qui est supporté, ainsi de suite, ainsi de suite. En fonction de ça, on va décoder le contenu
Donc, on appelle le décodeur, on décode le contenu qui est envoyé, et ensuite, on va le normaliser. Donc, si vous regardez la méthode denormalize, on va appeler les normaliseurs. Les normaliseurs, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous permettre de transformer ce que vous avez envoyé, je vous l'ai expliqué juste avant, ici, le tableau de données qui est récupéré en objet. Donc, nous, on a passé cette partie-là de décoder le JSON et l'XML en tableau. Et maintenant, on prend le tableau et on le dénormalise en objet. C'est-à-dire qu'on le retransforme en objet directement. Donc, on passe d'un JSON à un tableau, donc un tableau associatif. Hein. Si je prends c'est pas celui-là, l'équivalent ici de content, ça serait ça. Hein. D'accord? Donc, ça serait array, j'ouvre les parenthèses, on a content, et ici, value. OK? L'équivalent de content, une fois qu'il a été transformé dans le tableau, c'est ça. Le tableau PHP. OK? Alors, les dumps. Hugo, les dumps dans l'action ou dans l'insomnia? Insomnia. OK. Donc, dans l'insomnia, tu as ton contenu. Ça ne change pas là-dessus. Et ensuite, l'article transformé. Ouais, ça j'ai bien compris. Je me demande juste comment il sait que Hello World, c'est pour content. En fait, c'est parce que c'est l'entrée content. C'est parce que c'est la clé content. La clé content, il va identifier la clé et il va. D'accord. La clé. C'est ça. C'est parce que là, tu traites un tableau associatif directement. Donc, il dit, j'ai une clé content. OK. Est-ce que dans l'objet article, j'ai un attribut content? Oui, j'en ai un. D'accord. Tout simplement. Il fait la bascule, donc ça, j'allais venir dessus. Il dénormalise. Donc, ici, il va dire, OK, j'ai un tableau avec content, la valeur. Il dénormalise en objet, donc l'objet, c'est article. Est-ce que j'ai un attribut content? Oui. Donc, dans ce cas-là, je peux le créer, parce qu'en plus, j'ai un setter directement. Donc, ici, une fois que j'ai transformé mon contenu en objet, donc je lui dis, je te passe le contenu. Donc, ici, on pourrait faire quelque chose comme ça. Hein. Ça ne change pas. Là, comme ça serait même plus rapide. Je récupère le contenu de ma requête, je transforme en article, et le format par défaut, c'est JSON. Donc, il faut toujours que vous lui donniez le format dans lequel les données arrivent. Parce que sinon, il ne comprendra pas. Si on lui passe XML, là, il ne va pas apprécier, mais il va pas apprécier du tout. Voilà. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas le format n'était pas le bon. Si j'envoyais une requête en XML, ça passerait. Mais là, je suis en JSON, donc je ne peux pas l'envoyer en XML. Et une fois que le contenu a été dénormalisé en objet, j'ai un objet article classique. OK? Là, j'ai récupéré un nouvel objet article. Donc, cet objet-là, je vais pouvoir le persister directement. Donc, si je fais $content est égal ici, là, et que je fais 10 articles repos, persiste, alors normalement, persiste, oui, parce que je n'ai pas la méthode, bien sûr. Article repository, hop, il va pas me je crois qu'il ne me l'a pas donné cette fois-ci. Ouais, il ne me l'a pas donné. Donc, dans article repository, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Donc, public function, par exemple, save. Donc, je vais lui demander article, directement. Et ici, je peux faire 10. Donc, normalement, j'ai EM, c'est persiste, et ensuite flush, donc article, et 10 EM flush. Donc là, j'ai une méthode save qui s'est rajoutée. Je fais save et je lui passe content. Donc content qui est mon objet article. D'accord? Donc là, je lui dis, OK, voilà, tu récupères un article ici, et ici, tu persistes l'objet. Donc si je fais la même requête, donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que return new JSON response. Donc là, bon, ça ne sera pas très RFC compliant, mais au moins ça fonctionnera. Et ici, je récupère bien ma réponse JSON. Donc mon process s'est bien passé. C'est-à-dire que j'ai bien désérialisé mes données, donc j'ai récupéré un objet article, et je l'ai sauvegardé dans mon repos. Donc si je prends mon article, j'ai bien mon nouvel article qui a été ajouté directement. Est-ce que j'en ai perdu en route? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à sortir les cordes? Pas encore? J'imagine qu'il y a un moyen finalement de quand même changer le nom des Oui. le nom des attributs
Et de ne pas respecter absolument ce que nous donne l'API, parce que sinon, j'imagine que ce serait un peu complexe. Alors, en fonction de… Alors, ça sous-entend… Qu'est-ce que tu entends par transformer les attributs? Non, ouais, effectivement, c'est pas très clair. Si l'attribut qu'on a fait dans notre application ne correspond pas à l'entrée du tableau de l'API, il doit bien y avoir un moyen pour gérer ça. Alors, tu peux traiter le fait d'avoir, toi, des données différentes de ce que l'API peut accepter. Par contre, ça sous-entend que l'API les traite correctement. Donc, ça sous-entend que l'API, elle sache à l'avance ce que tu vas envoyer. Si c'est ta question. Ouais. Si on part du principe que tu dis, OK, super, ici, bon, j'envoie une nouvelle réponse. Par exemple, je dis, OK, voilà, content, donc on va dire hello world from API. Et je dis, j'envoie un attribut title, par exemple. Donc title, ça serait bonjour, comme ça. OK? Ici, si je lance la sérialisation, j'ai toujours le process, c'est-à-dire que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Si je regarde en BDD, normalement, j'ai toujours, tu vois, le nouveau contenu, ça pose pas de problème. Mais par contre, title, il n'a pas été sérialisé, parce que lui, il n'existe pas dans ta classe. Donc, si tu envoies des champs qui ne sont pas déjà gérés par ton API, il y a des chances que tes données ne soient jamais persistées ou traitées. Alors, tu peux le traiter avec le serializer, tu peux autoriser des champs supplémentaires. Mais si ton objet les a pas, il ne pourra peut-être pas les envoyer en BDD. Et si content s'appelait description, en fait, et que tu voulais mettre le contenu de description dans content, c'est ça que je voulais dire. Alors, tu peux tout à fait le gérer. Le serializer, lui, il te permet de le gérer là-dessus. Alors, c'est expliqué, tac, 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 spécifique. Non, c'est pas celui-là. Donc là, tu peux spécifier des attributs directement, donc serialiser uniquement des attributs. Et c'est normalement dans les normalizers que tu le traites, ou tu peux traiter, ouais, normalement ici. Voilà. Donc là, tu vois, converting property name. Donc on peut dire, OK, j'ai un attribut name. Donc là, tu vois, ici, moi, tu envoies une réponse comme ça, org underscore name. Donc on va pouvoir dire par un converteur, OK, tu récupères l'attribut que tu m'envoies, donc par exemple org underscore name, et tu transformes en name. Ça, on peut le faire. Mais Ok, c'est ça que je voulais dire. Ouais, okay. Ça sous-entend par contre que l'API, elle sache ce que tu vas lui envoyer. Parce que si tu lui envoies, je sais pas, description et qu'elle ne traite pas description, ouais, bien sûr. Ouais, ça marche. mais tu peux le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tout à fait. Ça peut tout à fait fonctionner. Il n'y a aucun souci. Donc là, j'ai envoyé mon contenu. Donc là, je peux renvoyer une réponse. Elle sera sérialisée. Donc maintenant, l'idée, c'est que si je vais en get sur /API article, donc j'envoie pas de body, bien entendu, puisque sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc ça serait un nobody. J'envoie la requête en get, donc je récupère bien mes deux objets directement. Alors là, en plus, j'ai pas la mise en page toute propre. J'ai pas dû sérialiser tout ça comme il faut. Si je fais hop, comme ça, bon, ça changera rien, mais c'est juste pour le format. Tac. Ouais, ça changera rien. Il faudrait le normaliser correctement, mais dans l'idée, j'ai bien mon premier objet, donc Toto, j'ai bien mon deuxième avec le contenu qu'on a ajouté, et j'ai bien le troisième que je viens d'envoyer directement. OK? Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce qui a été fait? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Donc, vous pouvez tout à fait faire aussi un process pour supprimer une ressource. Admettons que vous connaissiez, par exemple, l'identifiant ou le contenu. Non, potentiellement plutôt l'identifiant, ça serait plus propre. Vous pouvez tout à fait créer un point d'entrée API qui s'appellerait delete article action directement. Donc ici, je ne vais pas créer de répondeur parce que ça serait, j'aurais pas d'intérêt. Donc les annotations, je vais le mettre en name, donc API /article /delete. Le pass, donc ça serait toujours sur /API /article. Et moi, je veux y accéder en delete directement. Donc pour ça, j'utilise public function invoke, tout simplement. Je vais injecter dans ma classe private, donc il me faut juste article repository. Ça sera plus simple. Tac, donc article repository directement. Je n'ai pas besoin de plus ici, puisque je ne vais pas sérialiser des données. Je vais récupérer request directement ici. Ça sera plus simple. Donc, ce n'est pas le browser kit, c'est HTTP Foundation. Ici. Donc, est-ce qu'il y en a qui savent où sont stockés, par défaut,
ce que je passe ici, ID. Est-ce qu'il y en a qui savent où est-ce que c'est stocké dans votre route? Non? Je remonte. Vous définissez une route. Donc, vous avez un pass complet. Est-ce qu'il y en a qui savent où est stocké ce petit argument-là? J'allais donner la bonne réponse. C'est le parameter, non? Pas du tout. Ok. T'as une chance sur deux. C'est pas ça. Est-ce qu'il y en a qui savent déjà ce que contient request? Il y a 3 grands paniers qu'on a vus il y a un mois maintenant, normalement, dans HTTP Foundation. Vous avez ce qui est envoyé en GET, ce qui est envoyé en POST, et ce qui est dans l'URL. Et Symfony se sert d'un petit paquet particulier. Alors, il y a request, il y a serveur, et il y en a un dernier. Cookies. Pardon? Je t'ai pas entendu. T'as coupé le micro trop vite. J'ai dit une connerie, je pense. Cookies. Non, ça c'était cookie. Là, moi, ce que je veux, c'est juste l'identifiant. Session. Ah, session. Session. Non plus. Pas de chance. Session, c'est ce qui est dans votre session. Query, c'est ce qui est passé après point d'interrogation égale quelque chose. OK? Tout ce qui est request, c'est ce qui est envoyé en poste. Serveur, c'est votre partie serveur. Et il y en a un petit pour récupérer les attributs. Il est lié à Symfony directement. Alors, tout ce qui est dans la requête est dans l'objet request, effectivement. Mais il y a un petit attribut qui permet de récupérer juste cette partie-là. Alors, vous n'êtes pas déboulé, je vous rassure. Non, généralement, vous utilisez une méthode qui fait raccourci vers cet attribut. RAM converteur, on utilise d'habitude. Ouais, mais non. Non, je commence à sortir le fouet et les clous. Comme ça va commencer peut-être à en motiver certains. Alors, généralement, vous faites quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous dites, OK, si je fais... Non, je vais dumper, comme ça vous allez le voir. Get, d'accord? Et ici, je vais récupérer la clé ID. OK? Donc ça, c'est l'approche que vous avez normalement tous. Donc là, j'ai ma route en delete. Je vais vérifier qu'elle a bien été chargée. Que je ne me pointe pas avec une erreur, ça serait con. Donc, quand tu veux. Voilà. Donc là, j'ai ma route en delete. Donc en Insomnia, je vais sur delete et j'envoie un ID /1. OK? Comme ça, on s'en fiche. J'envoie ma requête et normalement, voilà. Donc là, je récupère une erreur en plus parce que je n'ai pas de réponse, mais je récupère bien 1. D'accord? Ça, c'est la version grosse feignasse pour accéder aux paramètres. Alors, c'est même pas un paramètre, c'est quelque chose de particulier. Comment est-ce que je peux accéder directement, uniquement, à cet identifiant? C'est dans la méthode get, hein. Vous ne pouvez pas le rater. Alors ça, c'est l'approche. C'est pas query quelque chose? Non, query, c'est ce que tu passes après le point d'interrogation. Ce que tu fais en PHP classique avec $_get. L'ID, qu'est-ce que c'est sur votre route? Là, si je le remonte. C'est la dernière chose qui est écrite après le dernier slash. C'est un attribut. C'est un attribut. Ouais, donc comment tu accèdes à un attribut? Get attribute. Presque. Ça, c'était presque ça. Bien essayé. C'était presque ça. Le nom est bon, l'attribut c'est bon, mais la méthode n'est pas bonne. Bah, get flèche attribute. Non plus. Alors, normalement, ça devrait parler. Attributes, get. C'est un attribut. Donc, c'est l'attribut attributes de la classe request. C'est là que sont stockés vos paramètres de route, dans attributes. Si vous faites get, d'accord? Ah, je l'ai. Request. Non, mais je viens de le montrer. T'écoutes pas? Je l'avais regardé en même temps, en fait. J'écoutais pas, je l'ai regardé en même temps. Si je prends la méthode get, d'accord?
Donc, je prends juste la méthode get. Je ne sais plus où. Là, elle est là. OK. Donc, je prends cette méthode-là. Donc, lui, il me permet d'accéder à un paramètre depuis n'importe quel bag, donc potentiellement depuis n'importe quel paquet. Donc, lui, il passe à travers attributes, donc tout ce qui est passé dans les attributs, comme ça. Il passe dans query, donc tout ce qui sera passé après quelque chose comme ça. Par exemple, si vous avez une route qui est comme ça, vous aurez /API/article. Et si vous passez point d'interrogation, ID est égal à 1, ça, c'est dans query. D'accord? Donc, Xavier, il avait raison en partie. Ça, c'est query, directement. Si on voulait le récupérer comme ça, c'est query. Si par contre, vous récupérez des données en poste, c'est request. Ça, c'est ce que vous passez dans le formulaire request, dans la méthode handle request. Mais un attribut, c'est cette partie-là. C'est tout ce qui est entre accolades. Ça, c'est un attribut. C'est traité par Symfony. Il déconstruit la route et il stocke dans ce panier-là. Donc, je ne veux plus voir des request get. Si vous récupérez un attribut, c'est request attributes get directement. Comme ça, vous appelez que ce paquet-là. Ça n'a pas un gros impact, mais au moins, c'est fait. On verra car attributes. Ah oui, attribut, je l'avais vu effectivement, Anthony. Juste après le request query. Je suis parti en vacances et j'ai complètement tout oublié. Je l'avais fait, moi, dans mon Tricks détail action, je l'ai. Donc, voilà, l'idée, c'est, en plus, tu avais la bonne approche, c'est vous appelez depuis attributes directement. Comme ça, vous le faites proprement. Vous n'appelez pas tous les paquets juste pour accéder à quelque chose. Donc, ici, si je fais request attributes get, je veux supprimer mon article. Donc, je vais pouvoir faire article repository remove. Alors, je ne l'ai pas, donc je vais pouvoir acheter la méthode. Tac, elle est là. Donc, je vais pouvoir faire public function remove directement. Donc là, on est plus sur un data mapper que sur un repository. Non, c'est un entier. Ouais, alors lui, il va me récupérer une chaîne de caractères. Bon, c'est pas grave. Je vais demander id int et je vais le forcer après. 10 em. Donc là, je fais remove. Donc remove, lui, il va vouloir l'objet, bien entendu. Oui, ben non, c'est bon. C'est article. Ce qu'il va falloir que je le récupère avant de pouvoir le supprimer. Donc, article. Merci, unité de travail. Ah, c'est impossible. 10 em, flush. Si vous ne faites pas flush, il ne supprimera pas de toute façon en base de données, donc vous ne pourrez pas y accéder. Donc, moi maintenant, ce que je vais faire, c'est faire article est égal à 10. Donc, on va faire un find. Normalement, je vais avoir find one by. Voilà. ID de request attribute get ID. Tout quoi. Si c'est bon, je supprime l'article. Donc, remove article. Et je renvoie return new JSON response. Non, JSON response. Et par défaut, c'est 204. Donc, c'est dans le deuxième. Donc, c'est nul. Status, donc c'est JSON response. HTTP no content. Ici. Donc, si ici, je vais chercher l'article en fonction de son identifiant. Si j'en ai un, je le supprime. Sinon, ben, on s'en fiche. De toute façon, je récupérerai toujours 204. Donc, si j'envoie ici avec article 1, normalement, il va me dire rien du tout, puisque la requête, il s'en fiche. Voilà. Donc, call to member function find one by, puisque c'est nul par défaut sur request. Donc, find one by, donc j'ai passé l'identifiant. Get et ID, il est ici. Donc, je devrais le récupérer directement, mais au nul, c'est le member function, je crois. Ouais, c'est parce que je n'ai pas dû injecter le repository. Donc, le member function, c'est parce que vous n'injectez pas la classe. Donc, par défaut, elle n'est pas disponible. Send. Et là, je devrais récupérer, de toute façon, no content, normalement. Voilà. Donc là, ici, parce que j'ai un souci. C'est-à-dire que le UUID que j'ai envoyé, par défaut, il ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que déjà, je vais pouvoir aller récupérer en get tous mes articles. Donc, je vais récupérer au moins un identifiant. Ici, donc on va dire celui-là, par exemple. Je vais renvoyer en poste, normalement, slash ici, en delete, et il va me péter, voilà. Donc ici, il me renvoie bien 204. Donc, je explique pour ceux qui n'auraient pas suivi. J'envoie une requête sur /API article en delete. Donc je dis, je veux supprimer quelque chose. Je lui passe le UUID, donc, qui est stocké en base de données. Le content type, il est en JSON, puisque par défaut, le header est un content type JSON, ça ne change pas là-dessus.
il accepte et lui m'envoie 204 no content, donc c'est-à-dire qu'il est potentiellement bon dans ce qu'il m'a fait. Donc si je prends normalement ma base de données, alors je ne sais plus quelle ID j'ai envoyé, 2049. Donc normalement 2049, je ne devrais plus l'avoir. Voilà, donc là je ne l'ai plus. Là j'ai supprimé ma ressource directement. Ok. Est-ce que c'est clair sur ce que je viens de montrer? J'en ai qui font des têtes, je vous promets, j'ai peur. Alors, j'ai supprimé Toto par son identifiant, effectivement. Xavier, est-ce que c'est compris? Parce que je te vois dépité. Dites-le pour qui c'est pas clair. Hein. Je vous en voudrais pas. Donc, à l'usage, bah, tu le verras sur P7, potentiellement, parce que tu vas le mettre en place. Mais l'API, c'est juste ça. Alors là, vous voyez, en plus, ça va plus vite que FOSREST, hein, pour ceux qui l'utilisent. Voilà. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que là, j'ai le contrôle absolu sur ce que je fais. Donc là, il me faudrait un respondeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein, c'est pas le problème. Mais là, j'ai mes points d'entrée. Je peux aller faire mes requêtes. Si je vais sur Get, bon, bah là, en plus, j'ai pas. Alors, l'affichage est dégueulasse, mais là, ici, j'ai accès à toutes mes ressources. Donc maintenant, si je voulais, par exemple, accéder à une seule ressource, bah, je recrée une nouvelle action. Donc, Get article by ID action, par exemple. Toujours pareil, je vais injecter le repository, donc private article repository, article repository, il est là, dans Doctrine. Ici, j'ai ma méthode public function invoke, aucun souci. J'ai besoin de request, puisque de toute façon, j'ai besoin d'accéder à l'identifiant. J'ai besoin aussi du serializer, puisque je vais être obligé de serialiser les données pour pouvoir les renvoyer correctement. Donc, var serializer interface directement. Je vais pouvoir faire donc slash article est égal à 10 article repository find one by de ID. Non, là, la clé est importante du coup. Request attribute get de ID directement. Je fais une return new JSON response. Toujours pareil, et je fais 10 serializer, serialize de article, et je renvoie en JSON. Tout simplement, je crée mon petit constructeur ici, et là, je fais hop, route annotation. Donc name, ça serait API / article / ID / get, par exemple. Je ne suis pas super inspiré. Passe toujours sur / article / donc cette fois-ci, je lui passe un paramètre pour pouvoir récupérer. Et je renvoie en méthode get, tout court. Donc là, c'est juste un passage de paramètres en plus. Donc là, j'ai ma réponse. Donc normalement, si je vais sur get sans paramètres, bon, bah, il va tout me renvoyer. À moins qu'il me pète une erreur, voilà. Et si maintenant je lui passe cet identifiant et que je vais sur / article / ID, normalement, je récupère que cet article-là, tout simplement. Donc là, en plus, bon, j'ai pas de cache, par défaut, c'est pas hyper optimisé, mais je récupère bien qu'un seul article, tout court. Donc là, j'ai bien envoyé une requête en get avec l'identifiant. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez, hein. Un identifiant ou un contenu par défaut, il vaut mieux envoyer l'identifiant, c'est unique, puisqu'en plus c'est un UID qui est géré là. Et vous récupérez qu'une seule ressource. Donc ça, c'est pratique du coup quand vous voulez accéder qu'à une ressource pour afficher que sur une seule page. OK? Donc ça, c'est une API classique en fait. C'est une API REST classique. Ah, c'est ça, c'est REST. Ça, c'est REST. D'accord. Est-ce que tu peux dire en 2-3 mots, tu vois, en quoi diffère SOAP et Graph? Très très rapidement, tu vois. Alors, SOAP, c'est que du XML. Donc, ça ne sera pas de JSON. Par défaut, c'est des accès ressources un petit peu plus spécialisés. Et Graph, ça permet d'accéder à plusieurs ressources avec une seule requête. Directement. C'est pas très propre et en plus, ça ne respecte pas les RFC. Ça ne devrait pas exister. Donc, c'est pas le. Alors, là, ce que je montre là, c'est pas hyper compliqué. On n'a pas de validation de données, on n'a pas de vérification. Là, j'ai pas mis la validation ni rien. Donc, ça là-dessus, bon, il faudrait faire de la validation, des choses comme ça. Est-ce que c'est plus rapide qu'API Platform? Bah, je te laisse juger hein, sur le temps de réponse. C'est pas nécessairement plus rapide, mais au moins, tu as le contrôle sur ce que tu fais. On peut mettre en place API Platform en encore un peu de temps. Après, c'est à l'usage. Vous faites comme vous le voulez. Si vous voulez commencer à pratiquer les API REST, vous la faites à la main. Quand après vous êtes par exemple sur P7, si vous voulez aller plus vite, API Platform. Ça ne pose pas de souci.
Et directement avec Symfony à la main, on peut faire les niveaux de maturation jusqu'à 3. Tu peux tout traiter. Tu Même peux même tout. l'autodécouvrabilité, ça se fait à la main, ça? tout. Oh putain. Ah Et oui. vache. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en plus, je ne l'ai pas implémenté, mais en PHP, on a une petite interface qui est magique, mais vraiment hyper magique, qui s'appelle JSON Serializable. Alors, j'ai un anglais tout pourri, vous m'excuserez, hein, ça aide pas. Mais si vous faites, par exemple, un implement, normalement, c'est implement JSON Serializable, donc il vient de PHP directement. Public function JSON Serialize, vous pouvez renvoyer, donc par exemple, je return un tableau, ID, par exemple, ben, ça serait 10 ID, et si je renvoie content, par défaut, ça serait 10 content. Quelque chose comme ça. Donc là, je vais renvoyer un tableau JSON, donc assez bien formulé, et normalement, s'il a envie, donc là, il me renvoie le même résultat de toute façon, puisque... Mais en fonction de ça, vous pouvez tout à fait renvoyer des champs supplémentaires, donc notamment pour l'autodécouvrabilité. Donc là, je crois que c'est href, passer un tableau. Ouais, alors si en plus je ne mets pas la virgule, ça va pas être pratique. Donc href, par exemple, donc ça serait tableau, vous faites self, est égal à tableau. Et donc par défaut, ça serait slash API. Alors après, il faudrait générer l'URL proprement, hein, mais alors là, on peut faire un sprint f pour le mettre en page, ça sera plus propre. On pourrait faire, donc ici, ça serait slash string, et je pourrais faire 10 id toString. Quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas s'il va me le prendre là correctement. Voilà. Donc là, j'ai une partie d'autodécouvrabilité, ce n'est pas complètement en place, mais j'ai bien, pour accéder à moi-même, une URL. Donc là, si j'avais l'URL proprement, alors là en plus, elle n'est pas propre parce que j'ai des anti-stages, des choses comme ça, mais je peux tout à fait le gérer par la méthode JSON Serialize directement. Donc, si tu as des champs à rajouter dans ta sérialisation, tu le fais par cette interface-là. Que n'ai-je su ça avant? Mon Dieu. C'est pour ça. C'est pour ça que je le montre. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout ce que font les bundles, API Platform, FOSREST, tout ce que vous faites avec des bundles, vous pouvez le faire nativement tout seul. Ça prend plus de temps, mais vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que fait FOSREST de vous dire, ah tiens, j'affiche, si vous regardez par exemple sur... alors je ne sais plus comment c'est traité sur ici, si je fais API, voilà, dans une API REST avec Symfony, si vous rendez l'API autodécouvrable, là, on vous le montre ici. Alors, il y a plusieurs formats, mais voilà. Donc, c'est links self href. Donc, par exemple, si je prends ce format-là, donc je vais dire, donc c'est underscore links self. Donc, ici, ça serait encore un tableau. Non, pas celui-là. Ici, et donc ici, ça serait ouais, href. Donc, par défaut, c'est parce que ici, il n'y a pas d'underscore. Donc, je vais dire slash API slash article slash, et là je peux faire ma concaténation. Alors c'est pas propre, il faudrait le passer avec une valeur proprement, mais là si je renvoie ça, donc quand il va sérialiser l'objet, par défaut il va renvoyer ce contenu-là. Je refais ma requête en JSON, et j'ai le même résultat, sauf que maintenant je peux traiter links, self, href. Donc ensuite je pourrais traiter, alors là je ne sais plus comment c'est traité, mais vous voyez il y a le modify, delete, ainsi de suite. Là c'est pour accéder à la ressource, mais je peux en créer autant que je veux. Self, hop, je renvoie la valeur. Là, je dis par exemple delete, donc ça serait sur slash API. Je peux même rajouter, tiens, ok, voilà, la méthode, par exemple, bon, ça sert à rien, mais je pourrais le traiter comme ça. Là, et hop là. Et j'ai les mêmes valeurs. Et c'est traité nativement en PHP. Vous avez le contrôle sur ce que vous faites. C'est plus facile à tester, ça va plus vite pour l'écrire, et vous savez ce que vous faites. Directement. C'est pas de la magie. Parce que quand vous utilisez FOSREST ou API Platform, vous ne savez pas nécessairement ce qui se passe derrière. Ils vous renvoient des données, et puis voilà. Ouais, puis moi, je me rappelle avoir été très embêtée avec ce bundle et en fait, c'était quoi? C'était un groupe de sérialisation. Les deux n'étaient pas compatibles et j'ai galéré. Enfin, on était déjà ensemble, Guillaume, hein, mais j'ai galéré pendant 2 semaines, je crois, là-dessus. Et quand je vois à quelle vitesse tu vas pour faire ça et que c'est pas contraignant. Et là encore, je n'ai pas traité les groupes de sérialisation. Parce que si vous avez un objet A qui a des enfants avec des objets B, par exemple un article qui a plusieurs images, vous pouvez choisir le niveau de sérialisation pour dire je sérialise un article, toutes les images, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est traité automatiquement, c'est documenté en plus, ça sur la documentation vraiment. Là, si vous prenez, alors je crois que c'est dans Groups, où est-ce que c'est traité? Attribut de groupe,
Donc là, vous pouvez définir les groupes. Voilà, c'est ça, les groupes de sérialisation. Ben là, c'est défini automatiquement. Vous dites, voilà, je veux sérialiser que les groupes, enfin que les attributs qui sont dans le groupe 1. Donc par exemple, je pourrais c'est dans voilà, attributs. Donc par exemple, si je définis ici un groupe, donc je dis, OK, je veux tout sérialiser sauf mon identifiant, par exemple. Ça peut arriver. Donc ici, je lui dis, par exemple, bah, content, je fais @group, groups, et par défaut, c'est un tableau, donc je vais lui dire, par exemple, content. Quelque chose comme ça, ici. Quand je vais sérialiser, je vais pouvoir choisir de ne sérialiser que ça. Donc là, par défaut, je peux lui passer nul, et je crois que c'est un tableau, non, un tableau, d'un tableau. Je regarde la doc, j'ai un doute sur la syntaxe. Non, c'est groups et le tableau. Donc groups. Ah, et je lui passe un tableau. Et là, je crois que c'est la valeur cette fois-ci. Ouais, c'est ça, c'est la valeur. Donc moi, j'avais mis content par défaut. Donc ici, il va sérialiser que ce qui est dans le groupe content, normalement. Donc dans le groupe content, je l'ai fait, mais comme vous voulez. Donc normalement, j'ai que content. Donc si je reprends ma réponse, donc là, il me sérialise le tout parce que j'ai défini de toute façon que dans ID, c'était à sérialiser, mais je peux tout à fait choisir les groupes dans lesquels je sérialise mes données. Tout simplement. Ça pose aucun souci. Ça, là-dessus, il n'y a pas de contrainte. Alors, c'est parce qu'en plus, je n'ai pas défini. Ouais, je crois que je me suis trompé. Ouais, c'est ça. C'est contexte, ça doit être là. Ça va être cette fois-ci. Ouais, non, là, il m'affiche le contenu, mais c'est parce que j'ai le JSON serialize. Donc, c'est pour ça que du coup, il me sérialise tous les objets par défaut. Mais je peux tout à fait lui définir ce dont j'ai besoin. Ici, vous pouvez faire l'autodécouvrabilité, générer par exemple @hydra, comme c'est fait enfin, @id, par exemple, comme c'est fait sur API Platform. Bah, ici, vous l'avez, @id. Et vous avez un référencement de la même manière qu'API Platform, ça ne pose pas de problème. Vous créez votre propre sortie. Alors, pour répondre à Maxime, la majeure partie des API sont en REST, effectivement. Il y a des API graph, notamment du côté de Facebook, GitHub. Il y a pas mal d'API qui font de la bascule en graph maintenant. Pour Aurélien, donc pour les serializers, alors, pour les annotations, je ne suis pas un gros fan. Je préfère définir en YAML, ou alors, pas nécessairement en XML parce que c'est illisible, sauf Doctrine. Mais effectivement, comme on le montre sur la documentation, il vaut peut-être mieux utiliser le YAML parce que là, ça fait beaucoup de code dans vos entités. Vous le définissez avec un petit fichier, vous le mettez où vous voulez dans le dossier config, vous définissez vos attributs avec les groupes. C'est plus lisible, je trouve que c'est plus lisible. Mais après, si vous avez besoin de créer vos propres serializers, c'est-à-dire si vous avez peut-être des formats particuliers que vous voulez serialiser, ça peut se faire tout à fait. Il faut être au fait sur la partie serialisation. C'est tout. C'est juste une surcouche, c'est les deux méthodes serialize et unserialize qui sont appelées derrière. Il n'y a aucune différence là-dessus. Mais là, vous avez le contrôle absolu sur ce que vous faites. Si vous voulez faire de la pagination, c'est un paramètre dans l'URL. Notamment si vous faites, alors je crois que c'était toi peut-être Carole sur la pagination qui avait eu des soucis notamment. Oui aussi, oui. Oui, non mais tout s'était embrayé de toute façon. La découvrabilité, l'autodécouvrabilité, la pagination et la serialisation, j'ai vécu des moments sympathiques. Donc ça peut être traité. Voilà. Donc avant de vous dire faites des API, prenez API Platform parce que c'est magique et ça fait la sauce, essayez pourquoi pas d'en construire une à la main. Vous voyez que là j'ai refait quasiment le cours sur les API REST en moins de temps qu'il fallait pour le lire. Et je veux dire, là, elle est autodécouvrable, j'ai le respect des verbes HTTP. Alors, j'ai pas le versionning, mais bon, ça peut être facilement mis en place. J'ai la sérialisation, la désérialisation, la pagination, c'est juste un point d'entrée. Et j'ai pas besoin de JMS. Parce que JMS, c'est quoi? C'est juste un accès particulier sur vos ressources. C'est-à-dire, c'est juste dire, OK, voilà, ça, je veux le sérialiser de cette manière-là. Maintenant, je le fais. OK, super. Serializer, il fait aussi. Donc, arrêtez de toujours vous dire, si je veux faire quelque chose, il y a un bundle. Essayez plutôt de savoir si PHP peut le faire tout seul. Généralement, s'il y a un bundle, c'est que le PHP le fait tout seul. Pendant qu'on est en train de parler de cours, du coup, tu nous conseillerais quoi de potasser quoi avant de passer au P7? Avant de passer P7, il faudrait lire les RFC, notamment la 7231. C'est la première prioritaire. Pour que tu comprennes comment fonctionne HTTP. Ensuite, tu peux te faire le cours de Sarah sur les API. Ça ne pose pas de problème, il n'y a aucun souci. Il y a aussi des cours sur KNP University si vous avez besoin. Je ne sais pas s'ils sont gratuits sur REST à regarder. Mais l'idée, c'est d'abord les RFC pour que tu comprennes ce qu'il faut que tu fasses. Parce que si tu ne sais pas ce que tu fais avec une méthode GET ou une méthode POST, par exemple, ton API, elle ne te sert à rien parce que tu ne seras pas capable de la maintenir. Et une fois que tu as ça, tu mets en place.
Et là, une API, bon, j'ai pris du temps parce que j'ai eu ce souci avec le routeur et parce que ça ne voulait pas, mais une fois que tu as l'habitude, ça passe tout seul. Ça te prend même peut-être moins de temps que d'installer le bundle. Parce que le bundle, il faut le Dans le configurer. P7, alors je l'avais lu rapidement, mais globalement, tu devais accéder à une base de données de produits, Ouais. c'est ça? Donc en Alors, tu fait, as des c'est juste. produits, des clients et des utilisateurs. C'est ça. Ouais, mais globalement, c'est ce que tu viens de faire, quoi. C'est ce qu'on vient de faire, sauf que tu auras des relations. Donc, tu as des groupes de sérialisation qui vont te permettre d'accéder à des ressources, un briquet, pour dire, ben voilà, par exemple, un client, il a plusieurs utilisateurs. Donc, Ouais. j'accède à tous les utilisateurs, mais c'est typiquement ce que je viens de faire là. Hein. Surtout que vous, sur l'API, vous avez que du get sur les clients. Enfin, client, il y a get, post et get by ID. Client, vous avez potentiellement get et post. Et sur les produits, vous avez juste du get. Donc, typiquement, c'est juste des accès get et post. Et un delay, peut-être pour l'utilisateur. Et les relations, elles se feront à quel niveau tu les fais C'est toujours une relation d'objet vers objet, ça ne pose pas de problème. C'est juste qu'à la sortie, quand tu sérialises tes données, c'est-à-dire quand tu arrives ici, que tu vas sérialiser dans get ici tes données, il faut lui spécifier en fait les groupes pour lui dire je veux que tu sérialises que l'utilisateur et ses produits pour éviter des problèmes de référence, des choses comme ça circulaires qui peuvent arriver. Mais dans l'idée, les relations, c'est comme tu les fais dans un projet classique. Ça pose pas, là-dessus, ça ne change pas. Ce que vous avez acquis comme compétences sur P5, P6 et n'importe quoi vous sert pour P7. P7, vous pouvez le faire entièrement sans API plateforme ou FOSS REST. Ça ne pose pas de problème. Vu le peu de points d'entrée que vous avez dessus, faites ce que vous voulez avec. C'est tout. Après, pour les tests, bon, il vous faudra peut-être BIAT pour faire des tests en JSON proprement. Vous avez toujours vos tests PHP Unit, ça ne pose pas de problème. Vos tests Blackfire pour les performances. Vous n'avez pas 500 classes qui s'activent en même temps, vous avez juste les vôtres. Et c'est tout. Et après, ça vous permet de mettre en place des API proprement. Ça peut sembler con, mais au moins vous savez ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de à quoi ça ressemble quand on veut, par exemple, utiliser l'API d'authentification de Facebook ou ce genre de choses? Est-ce que c'est des appels C'est un appel HTTP classique. C'est comme Insomnia. Là, ce que j'ai sur Insomnia, là, j'ai une requête en post, en get, mais je peux la faire en post pour aller demander quelque chose. Tu vas envoyer tes identifiants. Facebook t'authentifie, notamment avec OAuth. OAuth ou JWT. Vous avez OAuth qui est l'authentification avec un token qui passe tout le temps, des mots de passe, des choses comme ça pour un refresh. Et vous avez JWT qui est JSON Web Token, donc qui vous permet d'envoyer username, password, il génère un token et vous en resservez à chaque fois sur toutes les requêtes. Ça, c'est la partie authentification. Tu peux expliquer rapidement, schématiquement, comment, par exemple, l'identification Facebook, elle utilise une API. Tu peux le... Alors, l'idée, c'est que… Je ne vois pas le lien avec ce que tu viens d'expliquer. Alors, sur P7, on vous autorise de faire 2 authentifications. Alors, à l'époque, c'était qu'une seule, je crois, à l'époque où Carole était dessus. Il y avait soit OAuth, et maintenant, il y a soit OAuth et soit JWT. Donc, c'est les deux qui sont autorisés. Facebook, en fait, pour que tu puisses accéder à leurs ressources, vous avez vu les récents problèmes qui sont eus sur des accès de sécurité, notamment, sur les API, pour accéder à certaines ressources, il faut que vous vous authentifiez. Donc, pour ça, il faut que vous envoyiez des identifiants, ils vous autorisent à accéder aux ressources et ensuite, vous pouvez y accéder. Alors, bien sûr, en fonction de vos accès, des ressources auxquelles vous voulez aller, ainsi de suite. Facebook, pour que tu accèdes sur l'API, il faut déjà que tu t'authentifies. Donc, il faut que tu envoies tes identifiants. Ils authentifient ton compte comme étant quelqu'un qui peut accéder à l'API et après, tu peux accéder aux données. Ça, c'est ce que vous faites sur P7, tout simplement. C'est le même process. Quand tu vas sur une application web pour accéder à certaines ressources, tu t'authentifies. Ben là, c'est la même chose, mais par un appel API. Ça ne diffère pas de ce que vous faites déjà. Et là, sur P7, avec l'authentification JWT et Guard, ça vous prend une grosse journée de travail. Bon, la documentation de lexique n'est pas très parlante, mais ça vous prend une journée. Donc, il y a OAuth, JWT pour authentification. Et maintenant, il y en a d'autres avec Graph qui ont été rajoutés, mais qui ne sont pas très très propres côté RFC. OK? Donc là, ça, c'était une API maison. Et donc, pour ceux qui utiliseraient API Platform, pourquoi il m'a rechargé tous les fichiers? Il n'est pas bien celui-là. Si on utilisait par exemple API Platform, c'est-à-dire si vous voulez aller plus vite, vous faites composer rec API. Donc là, il va aller chercher le package API Platform sur symfony.sh pour les recettes. Et vous aurez une API en place. Alors après, il faut la configurer, bien entendu. Il faut définir la configuration.
Mais si vous allez sur slash API Platform, ici, donc vous créez des API Graph et REST en 3 fois rien de temps, je veux dire, c'est hyper rapide. Donc notamment avec l'installation REST, Flex, pardon, c'est encore plus simple. Vous définissez votre modèle, vous définissez les points d'entrée. Alors ça, c'est pas les points d'entrée, c'est là, voilà, API ressources. Vous pouvez le définir en XML. Et tout seul, il va créer tous les points d'entrée de votre API. Alors, le problème qu'il y a, c'est que si vous avez certains points d'entrée dont vous n'avez pas besoin, par exemple des méthodes delete dont vous n'avez pas besoin, il vous les crée. Donc, il va falloir les désactiver après. Mais si vous voulez faire des API rapidement, vous avez API Platform. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, il va le mettre en place. Mais ça, c'est une API maison. Donc, vous pouvez tout à fait la mettre en place. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous implémentez ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucun problème là-dessus. Get ID, et là on avait le post, donc là il n'y avait pas de validation des données, hein, mais vous pouvez tout à fait appeler le validator, peu importe ce que vous appelez derrière, il n'y a aucun souci là-dessus, et là j'avais bien le contenu à jour. Voilà. Et tout ça avec le serializer de Symfony. Ça nous a pris 3 classes, un repository, un serializer, une request, tout simplement. Normalement vous savez déjà le traiter. Alors API Platform, là je vais l'installer, on va voir le temps qu'il me prend déjà pour l'installer, merci Docker, mais on devrait pouvoir le voir rapidement. J'ai mes modèles, j'ai mes points d'entrée, tac, ici. Alors je vais juste désactiver les points d'entrée API, parce que sinon il va aller chercher, non mais je mettrai API Platform sur une autre route, ce sera plus simple. Donc là il est en train de m'installer le package, merci Docker, être au silence, c'est super. Ça on l'avait vu, normalement il doit être installé, ouais, API Platform, API Pack, il est installé, donc il est enclenché, donc il ne devrait pas tarder, voilà. Donc là, il va chercher des packages en plus. Hein, vous avez besoin de packages en plus pour API Platform. Il y a des choses qui sont gérées sur API Platform qui ne sont pas traitées là, sur le serveur par défaut. Je pense notamment à tout ce qui est autour des couvrabilités. Là, on le traite à la même, et API Platform le traite de manière un peu plus complète, notamment avec Hydra, JSON-LD, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, il va nous installer la recipe. Donc par défaut, il nous installe dans Package un petit fichier API Platform pour pouvoir définir voilà, où sont les entités, des choses comme ça. Là, il va enclencher donc, le cache clear. Merci Flex, je ne veux pas faire un RM tout simplement du dossier, ça irait pas plus vite. En plus avec la mise en cache. Voilà, donc là, les symboles, voilà. Donc maintenant, si je vais sur mon routeur, j'ai un nouveau point d'entrée API qui s'est ajouté. Donc normalement, il est là, API Entry Point. Donc là, il va sur API. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler sur API D. C'est juste pour pouvoir le renommer proprement. Routes, voilà, il est là. API Platform. Donc là, je vais mettre API D. C'est juste pour le différencier de mon API maison. Je recharge ma route, donc il va bien sur slash API D. Et si maintenant, je vais ici sur slash localhost 85 slash API D, ici, je suis sur API Platform. Donc là, par défaut, je n'ai pas de point d'entrée pour mes API, hein, ça peut, pour mes ressources. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Bon, pour ceux qui utilisent déjà API Platform, ils connaissent. Et donc là, je lui ai défini donc, par défaut donc article qui était une ressource. Si je fais quelque chose comme ça, donc slash API, alors c'est API ressources, je crois, ou API ressources. Ouais, API ressources, voilà. Nickel. Comme ça, là, normalement, il va recharger la page. Et il devrait me charger les points d'entrée. Alors, il se peut qu'il me pète des erreurs avec les autres. Ouais, s'il veut que je vide le cache. C'est pour ça, rm-rf var cache. Là, normalement, il devrait me charger mes points d'entrée d'article. Ah oui, mais parce que je ne suis pas dans SRC Entity, donc c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, c'est pour ça. C'est parce que je ne suis pas dans SRC article. Je ne sais plus où j'ai mis mes ressources. Domain models, c'est ça. Donc du coup, c'est dans SRC domains / models. Donc là, je revide le cache. Donc là, c'est une configuration annotation, hein, mais vous pouvez tout à fait le définir en XML. C'est autorisé. Donc là, j'ai normalement mes points d'entrée. Voilà, slash API, je recharge ma route, et maintenant, j'ai mes points d'entrée pour les articles. Alors, ça a pris moins de temps que de le créer à la main, mais là, vous voyez, du coup, il m'a créé tous les points d'entrée. Donc, par défaut, là, si je fais try, execute, voilà, vous voyez, là, je récupère bien mon contenu. Donc, c'est la même manière de faire des requêtes que sur mon API maison. Là, le gros avantage, c'est que lui, par défaut, il fait la mise en page. Donc, si je fais slash API slash article, je crois que c'est slash API slash article tout court. Non, c'est pas ça, c'est slash article avec un S.
Voilà. Donc là, j'ai récupéré mes articles. Alors là, j'ai un souci en plus dans le décodeur que j'avais pas ici. /API, /APID, /article. Pourquoi? Ah oui, mais pas en post, en get, pardon, je suis bête. Body. Donc là, je récupère bien mes articles. Donc là, j'ai une mise en page un chouïa plus propre, puisque là, il y a de la mise en page pour l'autodécouvrabilité qui a été générée. Mais là, j'ai mon point d'entrée API. J'ai le même process. Alors, c'est un petit peu plus lent que sur mon point d'entrée maison. Je crois que c'est un petit peu plus lent, 400 millisecondes. Et là, je mets 300 millisecondes, mais parce que c'est pas article. Voilà. Voilà, je suis à 300 millisecondes parce que j'ai pas la mise en page. Et lui, il joue voilà, sur les 400 millisecondes. Donc là, vous avez API plateforme. Ça pose aucun problème. Vous pourrez tout à fait faire cohabiter les deux l'un à côté de l'autre. Donc là, c'est juste une configuration. Vous définissez ensuite vos entités. Donc toujours, vous les mettez où vous voulez. Vous pouvez définir des fichiers de configuration dans le package, par exemple. Vous mettez les ressources gérées. Et par défaut, API Platform, il vous génère les routes avec les points d'entrée. Donc là, notamment en post. Si je fais, par exemple, try it out, donc content, je lui fais coucou depuis API Platform. Voilà, je fais execute. Donc là, j'ai bien mon point d'entrée qui a été généré. Alors, j'ai toujours pas le header location qui a été renvoyé, et il veut toujours pas. Donc là, j'ai mon article qui a été créé, puisqu'il m'a renvoyé une 201 en me disant OK, super, ça s'est bien passé. Et si je vais sur Insomnia, j'ai un article en plus. Tout simplement. Donc là, ça va plus vite que de le faire à la main. Vous avez moins de contrôle sur ce qu'il fait derrière, parce qu'il faut connaître déjà API Platform et savoir ce qu'il fait. C'est documenté. Vous avez moins de contrôle, bien entendu. Alors, je vais juste remettre du coup là-dessus. Donc Aurélien, oui, tu peux partager du coup pour HTTP. Et donc Romain, ça rame pour les autres aussi sur l'affichage, non? C'est bon? Donc là, vous avez du coup un point d'entrée. Je parlais de Docker en fait. Ah, Docker, ouais, Docker, Ouais. ça rame un petit peu. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que c'est les accès en cache, c'est le problème. Il veut pas. Donc Aurélien vous a partagé un accès sur le Drive Google. Donc c'est pour tout ce qui est slide sur le protocole HTTP. Ça permet de résumer un petit peu ce que je vous ai dit sur le protocole HTTP. Donc si vous voulez les lire, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, vous pouvez les lire. Et donc là, on a bien un point d'entrée API. Vous avez différentes méthodes. Vous pouvez en créer, il n'y a aucun souci. Là, par défaut, si je lui dis, alors là, il va vouloir l'ID du coup. Donc là, je peux aller récupérer par exemple mon ID, donc qui est ceci, normalement. Je lui dis, cet ID-là, tu le passes comme ça. Et maintenant, je veux un contenu Toto. Alors là, normalement, il ne devrait pas passer. Il va péter une erreur, je pense. No route found. Ouais, voilà, c'est pour ça. Parce que la route article, par défaut, tac. Peut-être juste avec l'ID. Méthode exécute. Voilà. Donc là, j'ai mis à jour une ressource. Je lui passe l'identifiant. Donc c'est une méthode PUT, c'est une méthode de mise à jour. Je lui passe l'identifiant pour qu'il aille chercher la ressource, le nouveau contenu. Donc là, j'avais cet article-là qui avait coucou depuis API Platform. Je refais market, j'ai le nouveau contenu. Tout simplement. Donc API Platform, il va un petit peu plus vite sur les accès entités parce qu'il se gère sur Doctrine directement. Il a accès à vos métadatas Doctrine. Mais vous avez un point d'entrée API comme si vous l'aviez mis en place à la main. Tout simplement. Ça pose aucun problème. Vous pouvez faire cohabiter les deux en même temps, il n'y a aucun souci. Et si vous voulez un point d'entrée graph, puisque je sais que Hugo en a parlé, vous faites un WebOnix, alors je crois que c'est GraphQL PHP, Composer Require GraphQL PHP. Donc ça, c'est pour le point d'entrée API Graph. Voilà. Et API Platform, automatiquement, en fait, va reconnaître le point d'entrée Graph. Donc là, on va juste le mettre en place rapidement pour que je vous montre du coup à quoi ressemble GraphQL. Directement, puisque là, vous avez un point d'entrée API, donc normalement, ça devrait surprendre personne. Si vous faites un try it out, là, vous avez les mêmes accès ressources, hein, ça ne pose pas de problème. Vous avez moins de contrôle sur les accès, mais au moins, vous avez les mêmes points d'entrée, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça ne pose pas de souci. Vous pouvez avoir autant de ressources que besoin. Ça ne pose pas de souci. Il vous dit aussi, du coup, voilà, les points d'entrée. Là, mon ID, comme il est défini dans le constructeur, il est juste en read, parce qu'il n'y a pas de setter ou quoi que ce soit. Là, normalement, il va m'installer Graph. Et donc là, vous avez une implémentation API Platform assez simple. Là, il n'y a pas la sécurité ni rien, hein, vous pouvez le traiter. Dans API Components, vous avez la sécurité notamment qui est traitée, ainsi de suite, ça ne pose pas de problème. Mais voilà, vous pouvez traiter et un point d'entrée API Platform et un point d'entrée API maison. Ça ne pose pas de souci là-dessus. Voilà. Et là, je voulais installer du coup Graph. Est-ce que tu peux nous
nous parler rapidement des niveaux? Je crois qu'il y a des niveaux d'accessibilité ou un truc comme ça, non, dans les… C'est les niveaux REST. Tu peux nous en Non, parler c'est pas ça. rapidement? Ouais. Alors, pour ceux qui voudraient le lire de manière plus complète, vous avez une architecture, là, pas un protocole. Parce que c'est pas une architecture, c'est pas un protocole, c'est une architecture de REST. C'est documenté là. Voilà. Donc là, tu as les 3 niveaux REST, donc ils sont à respecter. Donc le premier, c'est le marécage, on va dire, de XML. Donc c'est le fait d'avoir voilà, un affichage classique. Donc ça, c'était notamment ce qui était sur SWAP. Le niveau 1 qui est pour la partie ressources, niveau 2 qui sont pour les verbes HTTP, Carole l'avait très bien expliqué là-dessus, et le niveau 3 qui est pour l'hypermédia, donc ça c'est tout ce qui est autodécouvrabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si tu respectes les 0, 1, 2, tu n'es pas véritablement une API REST, dès que tu as un niveau 3, tu es une API REST normalement dans les bonnes règles, tout simplement. Donc le niveau 0, bah voilà, c'est d'avoir des points d'entrée là-dessus, les ressources c'est de gérer toujours un seul point d'entrée en fonction de ce que tu as besoin. Les verbes HTTP, bah ça c'est de respecter HTTP tout simplement. Et l'hypermédia, c'est le fait d'avoir les petits liens qu'on avait annotés notamment dans le JSON Serialize ici. Donc c'est d'avoir des points d'entrée par exemple comme ça qui permettent de faire de l'autodécouvrabilité et de dire dans tes réponses, ok voilà, pour accéder à ça, tu peux aller sur ça. Donc API Platform le gère déjà. Si je vais sur, par exemple, je récupère juste cet identifiant là, je vais sur /article /id. Je renvoie la requête, normalement ça devrait passer. Voilà. Là, ça te permet d'accéder du coup directement à une ressource. Ça, c'est pour l'autodécouvrabilité, c'est le fait de pouvoir accéder voilà, au contenu et d'avoir des liens qui permettent d'y accéder. Tout simplement. Ça, c'est les 3 niveaux de REST. C'est documenté dans le cours si tu as besoin. Directement. Ça répond à ta question? Donc là, il m'a installé GraphQL directement. Donc, si vous voulez un point d'entrée GraphQL, alors ça, c'est assez récent. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le traiter. C'est pas nous demander non plus sur P7. Mais si vous voulez le traiter, API Platform l'implémente tout seul par défaut. Voilà, vous allez sur /APID/GraphQL. Donc là, c'est sur /APID/GraphQL. Voilà. Et là, vous avez un point d'entrée GraphQL. Donc la documentation elle est un petit peu particulière. Pour y accéder, vous pouvez faire. Donc vous faites une requête API, ça va se faire comme ça. Article, / et normalement j'ai edge, / je crois que c'est node, et ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il n'a pas zappé. / et là ID. Donc ça vous permet de récupérer tous les articles avec leur identifiant, et notamment on peut récupérer aussi le content, API Graph, et je récupère tous les articles avec l'identifiant et le contenu directement. Alors, c'est pas forcément plus rapide que le fait d'aller sur /get, /API, /article, mais au moins, vous pouvez traiter uniquement ce dont vous avez besoin. Parce que si vous récupérez tous les articles, vous avez peut-être juste besoin de récupérer ça, et pas le contenu ou quoi que ce soit. Là, vous pouvez le définir directement. Voilà. Donc ça, c'est un point d'entrée graph. Et si je vais sur /API, donc là, c'est sur /article, donc ça serait /ID. Alors, je crois que c'est un string, non, c'est un ID tout court. Non, c'est un string. Je sais pas s'il va me prendre comme ça. Ouais, c'est parce qu'il n'a pas voulu l'ID. ID, il va m'embêter parce que l'ID le reconnaît pas. Pourquoi il veut pas? Ouais, ID. Ouais, mais c'est parce qu'il veut pas, voilà, l'ID. Donc là, ID, et si je fais, hop, je reviens là-dessus, je fais content. Donc là, je récupère le contenu. Voilà, en plus, il me pète une erreur parce qu'il n'y a pas de URI. No route match /API /article. Ouais, c'est parce qu'il n'a pas fait la requête au bon endroit. Mais je peux récupérer, voilà. En fonction de ce dont j'ai besoin, vous pouvez récupérer uniquement certaines ressources. Donc c'est plutôt pratique. En soi, ça n'a pas réellement un gros impact sur votre serveur, mais ça peut être plus simple du coup que de tout récupérer à chaque fois et d'avoir des points d'entrée sur vos API ou comme là, par exemple, sur Insomnia, vous récupérez tous les articles avec l'ID, le type, l'ID, le content. Alors vous avez peut-être juste besoin du content. Avec API, avec Graph, vous le définissez comme ça, /article. Alors c'est /article, sinon il ne va pas vouloir. Edge, node, donc ça c'est pour le respect. Et là, content. Voilà. Je récupérais que le content, il me renvoie que le content directement. Donc c'est un tableau JSON qui a renvoyé, il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de surprise. Mais au moins, ça vous permet de récupérer que ce dont vous avez besoin. Donc, en fonction des API sur lesquelles vous êtes et des applications, c'est plutôt pratique. Notamment si vous avez l'application Facebook sur votre téléphone, ça utilise une API Graph en fond, puisque vous n'avez pas besoin de tout récupérer à chaque fois. Donc, il récupère que ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est Graph.
Directement. C'est un nouveau protocole. Enfin, c'est pas un nouveau protocole, c'est une nouvelle architecture pour accéder à des données, tout simplement. Donc ça, si vous avez besoin, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de souci. OK? Est-ce que sur tout ce qu'on vient de voir, il y a des questions? N'hésitez pas. J'en ai qui ne réagissent plus. Non? Pas de questions? Pas de points particuliers à remonter? Pas de... J'en profite? Pas plus? Non? OK. De toute façon, voilà. Là, sur les API, bon, bah, c'est surtout pratique pour ceux qui en ont déjà fait ou ceux qui vont les faire, notamment sur P7. Pour ceux qui sont en train de les mettre en place, je pense notamment à Anne-Marie, parce qu'on avait mis en place un point d'entrée API pour vos catégories et vos utilisateurs. Ça peut être pratique, du coup, parce que maintenant, on sait à peu près comment la mettre en place. Donc voilà. Maintenant, bah, il vous faut expérimenter, il vous faut attaquer cette partie-là. Et bien entendu, bon, ceux qui sont sur P6, pour le moment, ça ne va pas vous servir de suite. Mais voilà, essayez de mettre en place, essayez de regarder ce que vous pouvez faire, essayez de comprendre un petit peu ce qu'on a mis en place. Et puis, bah, faites en sorte que vos API soient pratiques, tout simplement. OK? Donc voilà. Si vous voulez aller au fond du truc, bah, faites-le manuellement. Si vous voulez aller plus vite, bah, il y a API Platform, ça vous permet de le faire directement, mais ça sous-entend que vous soyez à l'aise avec ce qui est fait côté HTTP. Sinon, ça ne sert à rien de s'en servir. Et juste si on le fait à la main, on peut rajouter Delmio directement aussi? Oui. Sans problème. Sans problème. Okay. Tu peux tout à fait le traiter. Nelmio, il vient juste en fait se plugger sur ta sortie API, donc il s'en fiche, lui. Que ce soit API Platform ou peu importe, c'est de la documentation. Tant que tu lui dis ce qu'il doit documenter, il s'en fiche. Tout simplement. Vous pourrez tout plugger. Voilà. Donc, alors, je ne vous dis pas forcément de faire vos authentifications de JWT à la main, hein, parce que c'est pas marrant, mais tout ce qui est lié à vos API, vous pouvez le faire tout seul, directement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là, on a mis une API. Vous voyez, API Platform, ça va un chouïa plus vite, on y a passé moins de temps, mais on ne sait pas nécessairement ce qui se passe derrière. Si vous avez montré API Platform comme ça, vous auriez dit, ok, super, j'ai une API, mais sans comprendre ce que ça fait derrière, ça sert à rien. Tout simplement. Donc, pratiquez là-dessus. Tout simplement. Carole, tu as vu des soucis, toi, avec API Platform? Mais non, parce que moi, j'ai pris FOSREST. Ah oui, d'accord. Ouais, bah. Et c'est pas FOSREST qui m'a posé des problèmes, c'est la pagination un peu à partir du moment où la pagination et la sérialisation n'étaient pas compatibles. Enfin bon, c'est ça. J'ai galéré pas mal. Guillaume m'a aidé à galérer aussi. Mais c'était plutôt FOSREST en lui-même, si tu veux. C'est pas, je sais que c'est pas un ami du développeur, mais c'était plutôt simple à mettre en place. C'est tout ce qui a été autour en fait qui était plus compliqué. Là encore sur P7, on vous demande en plus le cache HTTP. Carole, je ne crois pas qu'on te l'ait demandé quand tu l'as fait. Mais moi, le cache, ça m'a pris 30 secondes à peu près. Hein. Bon, le cache était géré. Le cache, c'était tranquille. J'ai un peu plus galéré sur OAuth, mais c'était plus à comprendre comment ça fonctionnait que la mise en place, parce que la mise en place n'est pas compliquée, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Et là, c'est plus au niveau du raisonnement que j'ai galéré. Et non, c'est la pagination qui m'a fait... clairement, la pagination, j'y ai passé un temps fou. Un temps fou. Donc ça peut être traité tout seul. Voilà. Donc le cache HTTP, je ne vous l'ai pas montré encore. Je crois que c'est notamment Romain, je crois qu'il en avait parlé pour le cache HTTP. Donc ça va venir dans les sessions à venir. Comme ça, on pourra voir le cache HTTP. C'est demandé sur P7, sur P6 aussi, notamment, et P8. Donc ça, il faudra qu'on le regarde. Donc sur P7, bon, bah, c'est juste une modification dans la réponse, donc ça ne sera pas très long. Mais voilà, ça viendra là-dessus. Donc là, je voulais vraiment vous montrer les API, comme ça c'était fait, et puis vous pouvez le regarder tranquillement. OK? Pas de questions particulières là-dessus? Alors, cache HTTP, c'est tout ce qui est mise en cache de tes réponses, donc c'est pour ça aller plus vite, que ça consomme moins de ressources. C'est pour optimiser en fait l'usage de tes applications. Tout simplement. Donc c'est le fait de dire, là typiquement mon contenu sur l'API, il va peut-être pas changer toutes les minutes, donc j'ai peut-être pas besoin de le régénérer à chaque fois. Donc si j'ai pas besoin de le régénérer, je le mets en cache, et comme ça tout le monde récupérera le même contenu tant qu'il n'a pas changé. Notamment. Okay. Ça c'est la validation. Voilà. Donc ça sera vu. OK? C'est bon pour tout le monde? J'en profite. Je regarde s'il y a des... Voilà. Donc ça, là-dessus, n'hésitez pas. N'hésitez pas à remplir le formulaire.
je me répète, mais c'est surtout pour les sessions. Ça va être important pour qu'on puisse voir du coup ce que vous voulez regarder en priorité. Bon, Twig, la sécurité, tout ça, on va revenir dessus de toute façon. Mais voilà, n'hésitez pas à le remplir, comme ça permet de savoir un petit peu plus les points sensibles sur lesquels vous avez besoin. Et de toute façon, on va développer ces points-là, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai une petite question à la con qui n'a rien à voir avec les API. C'était sur les tests. Euh, tu sais, quand on disait on utilisait une base de données différente pour les tests, pour loader les mêmes fixtures, il suffit juste de faire env égale test. Ouais. Et c'est tout, ça va le trouver tout seul. C'est ça. D'accord. C'est les commandes où tu as des environnements, ça te permet de choisir là où tu charges la commande. Donc, Okay, parce que je t'ai vu faire tout à l'heure, tu vois, c'est pour ça. Oui, je l'ai chargé en dev parce que je voulais l'avoir sur sur Ouais. l'environnement dans lequel j'étais. Mais après, tu le charges où tu veux. D'accord. Et juste là, tu as une base de données différente et du coup, ça va aller chercher l'autre base de données et C'est loader ça. tes fixtures dedans. D'accord. C'est ça. Au lieu d'enclencher un gros MySQL ou un gros Postgre où il y a beaucoup de choses à enclencher d'un coup, tu le charges dans le SQLite et comme ça va beaucoup plus vite. D'accord. Mais c'est les mêmes données. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, quand une session Docker? Alors, Docker, c'est. Alors, la semaine prochaine, normalement, on avait dit service cloud, mais après, si certains préfèrent Docker, on peut voir Docker, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça, c'est à vous de me dire. Mais Docker, normalement, soit semaine prochaine, soit semaine d'après. Voilà. Et par contre, service cloud, tu vas faire quoi? Tu fais les clouds en général ou tu nous parles de Google? Alors, ça sera en général, surtout. La première priorité, c'est déjà que vous compreniez pourquoi il y a des services cloud et surtout ce que vous pouvez en tirer. Après, il y aura peut-être. Alors, AWS, j'ai stoppé mon compte récemment parce que j'en avais plus besoin. Mais on peut présenter les deux s'il y a besoin. AWS et Google, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Non, mais c'était juste une question comme ça pour savoir si tu parlais effectivement plus des services ou quelque chose en particulier, quoi. L'idée, c'est que vous compreniez pourquoi on utilise maintenant du cloud pour faire du développement des choses comme ça. Puis après, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, tout simplement, que ça soit plus intuitif. Parce que c'est souvent bien plus pratique que de prendre un VPS quelque part et de dire, OK, j'héberge des projets. Vous n'avez peut-être pas nécessairement toujours le même besoin. Mais AWS, il faudrait que je regarde, parce que sinon, il faut que je recrée un compte pour payer. Il faudra que je regarde. Parce que ça, c'est vachement intéressant, effectivement, parce que moi, typiquement, je paye un VPS tous les mois, alors que je crois que les clouds, tu peux faire des facturations à l'utilisation aussi. À l'usage. Ouais, à l'usage, ouais. Notamment sur AWS le propose aussi, Google aussi, enfin ils proposent quasiment tous. Mais un VPS que tu vas payer, je sais pas, par exemple, une dizaine d'euros mensuels, en fonction de ton usage sur un service cloud, il y a des mois, il peut te coûter rien, tout simplement, parce que si tu t'en sers pas, que tu n'as pas d'appel dessus ou quoi que ce soit, tu payeras rien, tout simplement. C'est vraiment à l'usage. Ah, ok, ça marche. Ouais, Donc ça peut être pratique. Puis après, il y a des services en plus dessus. Vous avez notamment les traductions, enfin, sur Google Institute, vous avez les traductions, il y a l'hébergement de bases de données, vous avez du déploiement continu, vous avez de l'intégration, enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà. Sur les services cloud, il y a beaucoup d'offres qui sont mises en place. Donc c'est toujours pratique de le savoir. OK? Ok, ça marche, merci. Impeccable. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire pour les sessions, notamment. Ça permet de savoir un petit peu. Là, j'ai noté les sessions prioritaires, donc on va les développer dans les semaines qui viennent. Moi, je vais uploader la vidéo du coup dans l'après-midi, comme ça, ce sera fait. Alors, Hugo, il n'y a pas de quoi avoir peur sur Docker, honnêtement. Il n'y a rien de particulier. Le concept n'est pas. Alors, quand on voit les galères. Alors, là, la galère n'était pas vraiment liée à Docker, elle était plutôt liée à la config, mais dans l'idée, normalement, quand tu t'en sers, il n'y a pas de problème. Mais dans l'idée, c'est bon, une fois que tu as compris le principe, c'est comme ton WAMP ou quoi que ce soit, tu installes ce que tu veux. Mais Docker, il n'y a pas de quoi avoir peur. C'est pas hyper compliqué non plus. C'est une commande en plus dans ta CLI, et puis après, tu en fais ce que tu veux. Tout simplement. C'est le concept derrière qui est un petit peu abstrait, mais ça, on va l'expliquer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, n'ayez pas peur d'un sujet particulier, il n'y a pas de souci. On est là pour vulgariser un peu le sujet, donc quand il y a besoin, on l'explique, il n'y a pas de problème. Le compose, ça dépend de ce que tu fais. Voilà. Mais après, voilà, si vous avez des sujets sur lesquels vous avez besoin, vous le dites, il n'y a aucun souci. On voit quand est-ce qu'on peut les planifier. Je pense notamment à la sécurité. Si vous avez besoin qu'on revienne, je ne sais pas moi, sur les tests, sur le suivi de performance, sur, je ne sais pas, les formulaires, peu importe, vous le dites, vous le notez dans le formulaire Google, et puis on redéveloppera derrière, il n'y a pas de problème. OK? Impeccable. On va partir comme ça. Donc moi, je vais vous uploader la vidéo dans l'après-midi, comme ça c'est fait. Et puis du coup, voilà, on peut se lancer là-dessus. Donc normalement, semaine prochaine, service cloud, et puis on verra Docker après. Comme ça fait une introduction classique, puisque sur les services cloud, maintenant il y a Docker. Donc ça fera une introduction tout en douceur là-dessus. OK?
Impeccable. Pas de point particulier, pas de sujet de dernière minute, j'en profite. C'est gentil, merci Hugo. Donc voilà. Si vous avez quoi que ce soit en dehors, il n'y a aucun souci. Pour ceux que je vois demain, du coup, une bonne après-midi, une bonne journée, et puis on se voit demain. Et puis pour tous les autres, si vous avez des questions, enfin pour tout le monde en général, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Slack. Comme ça, on est tout bon. OK? Allez, impeccable. Je vais stopper du coup. Ça marche, Ciao merci. tout le monde.